je pense qu'au-delà du fait que mon père, avant même que je naisse, il avait envie de me mettre aux échecs, j'avais aussi ce truc d'hyperactivité, etc. Et donc je te dirais que ça m'a énormément appris la concentration. Là, typiquement, à l'école, j'ai toujours été mauvais en devoir maison, et j'ai toujours été à mon prime en devoir sur table. Donc je te dirais que ça m'a appris à vraiment me mettre dans une bulle. J'étais vraiment capable d'être pendant 3 heures dans ma bulle, parce que j'étais pendant 3 heures dans ma bulle aux échecs. Je suis très mauvais quand il n'y a pas de pression, et je suis bon que quand il y a de la pression. C'est-à-dire que je joue dans un bar, je suis capable de perdre contre un mec 8000 fois moins fort que moi sur le papier. T'as commencé quand le contenu, toi, à créer du contenu? Et sur quelle plateforme? Je dirais OnlyFans 2021. Non, ma toute première vidéo. C'est Angèle qui fait balance ton quoi, balance ton quoi. Et moi je mettais des fleurs. Ok. Entre chaque quoi. On a tous commencé quelque part. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes très bien installés dans votre canapé, en train de faire la cuisine ou peut-être en train de courir, parce qu'aujourd'hui, comme d'hab, on accueille un GOAT, mais cette fois-ci c'est un GOAT de GOAT, et vous l'avez probablement vu sur les réseaux. En tout cas, je suis très content qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'on va parler échecs, on va parler Battle Royale aussi, non, Clash Royale, pardon. On va parler d'avoir un vieux passif en natation qu'on va venir déterrer de loin. On va parler création de contenu, on va parler de comment faire des vannes en direct, en impro, pendant qu'on joue aux échecs. Salut Guertin. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. J'ai découvert en même temps que vous le programme, parce que j'ai pas trop envie de me spoiler. Mais c'est un petit programme alléchant que tu m'as cook là. Et donc, c'est un plaisir d'être là avec toi. J'allais dire ce soir, il est 17h. Est-ce qu'on est team? On dit le soir, 17h. On peut dire team soir, ouais. Team soir. Allez. Ok, bon, on est le soir alors. Mec, je suis trop content de te voir, mec. Attends, je te check. Je t'ai pas rechecké en début de... J'ai les mains moites, ça doit être horrible pour toi. mais ouais, un plaisir d'être là, frérot, et de répondre à tes petites questions. Putain, en plus, tu sais, j'ai tellement entendu parler de toi. Mais oui. Sans que tu le saches. Peut-être l'inverse, j'espère un tout petit peu. Pour vous tout dire, les auditeurs, Maëlys, qui est la directrice de production d'Extraterrien, donc c'est celle grâce à qui le média vit, parce que moi je suis en dépression là, j'ai trop de boulot, je peux plus. C'est ta meilleure pote, on peut dire? Ouais, bah c'est une très bonne pote à moi, et justement elle m'a mis un petit coup de pression parce qu'elle m'a dit je prépare l'interview, et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'avais pas envie d'être spoil, parce qu'elle m'a dit je vais mettre des dingueries, je vais mettre des dossiers sur toi, c'est moi qui vais écrire et tout, et je me suis dit normalement quand un journaliste ou quand tu vas dans un média, tu vois, ils ont pas la proximité pour pouvoir potentiellement éteindre ta carrière. Maëlys avait cette possibilité, elle avait cette opportunité. J'espère qu'elle ne l'a pas fait, car je ne sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que je venais avec un petit peu plus de pression que d'habitude. Ouais, bah écoute, t'inquiète, ça va bien se passer. Je pourrais pas éteindre ta carrière, mais j'ai un bouton pour éteindre ta voix, si tu veux. Ok, je peux vraiment faire... Alors, non, parce que là, t'es un petit peu un menteur, parce que juste avant qu'on parle et qu'on lance le rec, tu m'as dit n'avoir jamais appuyé sur un seul des boutons du roadcaster, donc je doute de ta capacité à pouvoir me mute. Mais j'ai quand même touché la molette qui permet de baisser le volume. Ah, quand même. Je suis handicapé, mais pas à ce point-là. À la place de la molette, t'as même le bouton en bas à gauche. C'est en train de devenir hyper technique, hein, tout le monde s'en fout. Mais en bas à gauche, normalement, t'as le bouton pour mute direct, c'est encore puissant. Bon, bah voilà, vous nous direz dans les commentaires si à un moment donné vous avez envie que je le mute, ou si jamais vous vous en rendez compte et que je l'ai fait discrètement. Bon, écoute, j'ai envie de commencer déjà par les échecs. Tu vois, toi, t'es tombé dans la marmite comment? Il y a des photos de moi à l'âge de 2 ans avec mon père qui me force à être devant un échiquier parce que lui, si tu veux, c'était un petit peu un joueur occasionnel. Pour donner un petit peu un classement, un ordre d'idée aux gens, il était 1500 Elo à peu près. Il commence à jouer un peu quand même, hein. Il clique, mais très vite il s'est fait dépasser et tout, tu vois, et donc pour pas qu'il ait un ego surdimensionné, je dis que c'est un joueur moyen, parce que sinon il va regarder l'interview, il va me dire attends mais je suis excellent, mais c'est pas vrai, tu me l'avais jamais dit. Donc c'est pour cette raison là. Il a tout de suite voulu me mettre au d'échecs, mais moi si tu veux j'étais un petit peu réticent à l'idée de me mettre pendant 3, 4, 5, 6 heures devant un échiquier, devant un jeu un petit peu que je voyais comme intellectuel. Donc on va dire que ça m'ennuyait, et il a trouvé une parade pour réussir à me faire jouer aux échecs. T'as peut-être connu les magazines Dragon Ball Z. Bien sûr. Et il y avait des magazines Dragon Ball Z où tu avais des figurines avec lesquelles tu pouvais jouer aux échecs. Et en fait, chaque semaine, quand tu achetais le magazine, à la fin, tu pouvais composer un échiquier de Goku contre Cell. Pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball Z, en gros, Goku, c'est un petit peu la team des gentils, et Cell, c'est un petit peu la team des méchants. Et donc, j'en avais rien à foutre des échecs, mais j'aimais beaucoup Dragon Ball. Donc...
Donc chaque semaine, si j'avais le figurine, tu vois, il fallait que j'apprenne comment le pion bougeait, comment, de mémoire, le roi c'était Goku, comment Goku bougeait, comment la dame bougeait, ça devait être, je sais pas, ça devait être Bulma ou un truc dans le genre. Mm. Et donc c'est comme ça que j'ai appris les échecs. Ensuite, il m'a mis dans un club. Et très vite, puisque j'avais un assez bon niveau, je me la pète énormément, mais c'est vrai, puisque j'étais extraordinairement fort en fait, et ben ils m'ont tout de suite, ils m'ont très rapidement mis en compétition, et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Ok, t'as fait tes premiers matchs à quel âge? Premier match en compète, j'ai pas d'âge exact, ça doit être vers mes 7, 8, 9 ans. C'est la catégorie poussin, en gros. Il faudrait faire Ok. des recherches, il me semble que c'est 9 ans, à peu Ok. près. Putain, ça met la pression quand même, hein. Jeune et tout, faut jouer quoi. Mec, je pense que je suis resté dans les échecs parce que j'étais bon plus que parce que ça me plaisait, tu vois ce que je veux dire? Dans Hmm. le sens où j'aimais bien réfléchir à des positions, mais j'aimais pas travailler les échecs. C'est-à-dire que ça a vraiment un côté rébarbatif que tu peux avoir, comme par exemple lors des études. C'est-à-dire que ça donne un peu le truc de classe, de tu dois réviser, tu dois. Tu sais, t'avais des petits exercices pour ceux qui connaissent pas. Des fois, t'as des livres d'échecs avec des problèmes qu'on appelle des problèmes tactiques. Et donc, t'avais plusieurs exercices à faire. Imaginons, dans une semaine, tu reviens à ton cours d'échecs, tu dois avoir fait les 10 exercices, par exemple. Là où, en natation, on va pas te demander, une fois rentré à la maison, d'aller faire un 100 mètres dans ton bain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait une continuité qui était un peu difficile et qui pouvait avoir un côté rébarbatif pour un enfant de 12-13 ans, quoi. Mais t'aimais quoi du coup? Bah, en fait, j'aimais pas travailler, mais j'aimais bien des fois me prendre la tête sur certains problèmes. C'est-à-dire, Hmm. je pense, la satisfaction de répondre à un problème et de réussir à le résoudre. Ouais. Déjà, il y avait ça. Le fait aussi que, comme je t'ai dit, les échecs, c'est lié à l'intelligence. Et j'avais l'impression d'être plus intelligent que tout le monde. Et j'étais en mode, les gars, je suis juste beaucoup trop fort. Et je trouvais ça grave stylé. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé, moi, les parties très rapides. C'est-à-dire que les parties lentes, ça m'a toujours un petit peu ennuyé. Et donc, en fait, le côté, ça joue rapidement. Il y a un petit peu ce truc de c'est vif. Et il y a aussi un peu une pression devant l'échiquier. Donc je pense que c'est ça que j'aimais, c'était l'adrénaline. L'adrénaline du joueur et du duel quoi. Ouais, du duel. Le fait, tu vois, ces deux personnes, ces deux pélons, on les prend, tu vois, ils sont un contre un et ça doit se la mettre, ça doit se la foutre. Et à la fin, ce que j'aimais bien aussi, c'était le côté objectif des échecs. C'est-à-dire que tu perds, Hmm. c'est forcément parce que l'autre a été meilleur que toi. Tu peux avoir fait une partie magnifique de A à Z, si à un moment donné tu fais une erreur, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Là où dans beaucoup d'autres sports que j'ai pu faire ou d'autres choses que j'ai pu tester, il y a toujours un facteur X qui est soit les autres quand tu es dans un travail d'équipe, soit l'arbitre. C'est-à-dire que j'ai fait du ping-pong, très rapidement j'ai pété un plomb sur les arbitres et c'était pas fait pour moi, tu vois. C'est-à-dire, attends, mais comment ça la balle elle a pas touché, tu vois, et après tu commences à rentrer dans ton truc où tu es dans une névrose de tu te focuses sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Hmm. Et donc les échecs, bah je perds juste, j'étais moins bon. Et donc Ok. c'est dur, mais au moins c'est vrai et c'est objectif. Et donc les seules choses que j'ai à remettre en question, c'est moi. Tu trash talkais déjà jeune? Ah ouais, alors j'ai retrouvé des trucs. En fait, j'ai retrouvé une partie. En fait, j'étais grave insolent déjà quand j'étais gagnant. Je me mettais comme ça, tu vois, et je regardais ma montre. Je me suis mis loin du micro, peut-être que vous m'entendez plus, mais en gros, Si, ce que je si, faisais, c'est que je me t'inquiète. mettais en fond de cours, j'allais dire en fond de chaise. Je regardais ma montre, je regardais à côté. J'étais beaucoup aux échecs, t'as le droit de te déplacer dans les parties lentes. Hmm. Moi, j'étais jamais à mon échiquier. Je faisais que de me déplacer, de regarder les autres, d'aller voir les copains, de manger pendant la partie. J'étais insupportable. Toute la définition de ce que tu n'as pas envie d'affronter. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'échec très tôt en compétition. C'est parce que j'avais pas envie d'affronter le gosse que j'étais. Parce que c'est quand même un truc assez humiliant de se faire battre par un gosse de 8 ans. Et aux échecs, tu auras toujours un gosse de 8 ans qui sera meilleur que toi. Magnus Carlsen à 13 ans, il battait déjà Kasparov. Donc il faisait nul contre Garry Kasparov. Donc, et en plus, maintenant, avec la nouvelle génération, c'est encore plus tôt, c'est encore plus vif avec les ordinateurs. Mais ouais, je me rappelle d'une vidéo, parce que mon père, il filmait énormément, donc j'ai beaucoup de cassettes vidéo par rapport à ça, où j'étais complètement gagnant et le mec, au lieu de faire promotion d'âme, typiquement, je faisais promotion tour, ou bien je faisais promotion fou, juste histoire de l'humilier encore un peu plus. Voilà. Ok, ok. Donc t'aimais bien chambrer très jeune quoi. Ouais, je me suis dit, Ok. ça fait partie du truc, tu vois. Et quand tu perdais? Quand je perdais, il fallait pas me parler. C'est-à-dire que Le mauvais perdant par excellence. j'ai le droit de te trash talk, tu n'as pas le droit de me trash talk. Non, tu sais, On est d'accord. quand c'est contre quelqu'un que j'estimais moins fort, ça me mettait vraiment dans le mal. Mais maintenant, encore aujourd'hui, perdre, je déteste ça. Mais on va dire que quand je joue contre un GM, bah, il me défonce, tu vois, grand maître, en gros, pour l'anachronisme. Bah, puisque c'est le top des joueurs, je m'en fiche, tu vois, t'es meilleur et c'est normal de me battre. Mais quand j'estime que la hiérarchie de base n'est pas respectée ou que la personne est censée être 2 fois moins forte que moi sur le papier et que je fais de la merde, en fait, je suis énervé, mais pas contre l'adversaire du fait d'avoir perdu, mais contre moi-même. Sauf que Hmm.
je suis tellement dans ma bulle spéculative de vas-y, je suis trop nul, qu'est-ce que j'ai pu faire, nanana, que si on vient rentrer dans cette bulle et essayer de me parler, ça lâche peut-être des va te faire foutre, casse-toi, tu vois, c'est possible, c'est possible, c'est une éventualité, et je l'assume. Et Maëlys d'ailleurs en a fait souvent les frais. Ouais, je sais, elle m'en a parlé. Ah Elle m'en a parlé. merde, oh mince. Euh, et elle dure combien de temps cette bulle? Cette bulle, c'est souvent après la partie, c'est-à-dire que j'ai besoin de rester au moins une quinzaine de minutes tout seul, Hmm. sans qu'on Et me tu parle. rejoues les coups. Non, je rejoue même pas les coups, juste je m'insulte moi-même en boucle et je sais pas, je suis un petit peu énervé et j'ai besoin juste de décompresser. Et des fois, même des trucs que je peux faire des fixettes sur un truc perdu pendant X temps. Ouais, je suis vraiment. J'ai absolument. Alors, j'ai évolué quand même avec le Hmm. temps, par pitié. Parce qu'à l'époque, j'étais un rageux dans le sens où, dis-toi qu'au ping-pong, je faisais partie des gens. J'ai cassé des raquettes, je tapais dans les murs. Voilà. Papa, maman, vous savez, on est déjà allé à l'hôpital parce que j'avais frappé dans le mur. Voilà, enfin, j'ai déjà cassé un iPad à côté de Clash Royale. Je te ferai une transition pour plus tard. Mais voilà, il y a eu plein de choses. Je suis et j'ai été un gros rageux, ouais. Ok, donc maîtrise des émotions, il y avait marqué sur ton carnet scolaire en maternelle, quoi. Ah, mais j'ai eu des problèmes au collège, enfin pas des problèmes, mais c'est-à-dire que généralement dans mes bulletins, il y avait toujours des trucs en mode mauvais comportement ou bien insolent, enfin pas beaucoup, mais des fois il y avait des trucs Hmm. un peu en mode insolent slash rebelle, parce que dans ma tête j'étais un révolutionnaire. Et en sport notamment, je me rappelle que des fois mes profs de sport, ils mettaient je perdais des points pas sur la performance. Enfin, même Hmm. si des fois, je dis pas, sinon j'aurais eu 20 partout, pas du tout. Mais ce que je Es- veux dire, c'est que je perdais esprit. pas mal de points dans les sports d'équipe, typiquement, il m'est déjà arrivé d'embrouiller toute mon équipe parce que le mec il m'a un but contre son camp et je lui dis c'est pas possible quoi. Mais ce qui m'énervait, c'était pas que les gens soient mauvais en fait, Hmm. c'était l'état d'esprit des gens. C'est-à-dire que t'es pas bon, mais tu te donnes à fond et t'as avec l'esprit de faire du mieux que tu peux. On n'a pas tous les mêmes capacités, je m'en fiche. Ça Hmm. c'est complètement. Voilà. Mais le truc, c'est que le sport à l'école, puisque c'était imposé, t'avais vraiment ce truc où t'avais des gens qui en avaient rien à foutre et qui étaient là. Et en fait, bah, moi j'avais envie de réussir et ils faisaient un match de merde et juste. Tu sais, ils y allaient avec nonchalance et ça m'énervait au plus haut point. Là Hmm. où, quand tu fais de la compétition bah, dans un sport normal, puisque c'est à côté, les gens normalement sont censés avoir la même déterre que toi et donc là, il y a moins de problèmes. Ouais. Non, mais c'est vrai que je trouve que l'école, c'est le pire endroit où découvrir les sports collectifs. Parce que, ouais, entre celui qu'on a rien à foutre du sport, celui qui est super bon, qui est hyper motivé, toi qui as juste envie de t'amuser ou, tu vois, ou de donner le meilleur de toi, tu vois, ça devient un enfer, ouais. Ok, je vois bien, je vois Tu sais, bien. t'avais toujours Et- Jason au et basket qui était trop fort, qui te faisait jamais la passe. T'as déjà eu un prof de sport qui t'a saqué parce que, genre, en esprit anti-Coubertin? Moi, j'ai eu ça une fois. Ah ouais. Ouais, ouais, bah en fait, moi, je viens du monde du tennis. Ok. Donc, le duel, c'était un truc. Et pendant très jeune, je le comprenais pas, machin et tout. Mais à la fin, j'aimais bien chauffer un peu l'autre. Et une fois sur un ping-pong, parce que moi, j'ai eu ping-pong au bac, bah, je gagnais mes matchs un peu à l'intox, quoi, tu vois, en bluffant un peu. Je le faisais pas avec ceux qui étaient plus grands que moi, bien sûr. Mais les plus petits, je me permettais. Et j'ai un prof qui l'avait remarqué et j'avais fait pleurer un mec. Mais tu vois, C'est je l'ai horrible. fait une fois. Je l'ai fait une fois. Et sinon, j'étais plutôt dans le camp des timides et tout. Mais une fois, j'avais réussi ça, quoi. Et j'ai eu un esprit anti-Coubertin sur Putain, mais c'est sur mon fou ça bulletin. comme truc. Mais j'allais dire quoi par rapport. Putain, j'avais pas voulu te couper, mais j'avais un truc sur lequel je voulais rebondir sur ce que t'avais dit. Mais je l'ai perdu. Sur C'est pas grave. l'école et les sports collectifs, Ouais, mais je l'ai perdu. J'ai une ça te mémoire de merde, reviendra. putain, Ça te fais reviendra. chier. Euh, c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu arrêtes les échecs en compétition? La vraie raison. Ouais. Tu veux que je te donne la vraie raison? Ouais, parce que La, je sais que t'étais pas trop fort, parce que la sinon v- t'aurais continué. C'est vrai que j'aurais continué pendant très longtemps. Bah déjà, de un, en vrai, le premier vrai gap, en vrai, je pense, Hmm. c'est que je sais que j'aurais pu être un très bon joueur d'échecs, mais que j'avais pas le niveau pour devenir un... Moi, j'étais pas un génie des échecs. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Les génies d'échecs, on en Ils ont l'air compte... un peu chelous aussi. bah, ils sont peut-être un peu associables, etc. Ils sont peut-être un petit peu dans leur coin. Même si en fait maintenant, en vrai, pour avoir côtoyé les gens du haut niveau, c'est en vrai loin quand même de ce qu'on Hmm. pouvait imaginer. Mais justement, on va parler un petit peu de toute la construction qu'on se fait quand on grandit. Moi, à l'âge de 13-14 ans à peu près, l'âge où j'arrête les échecs, bah, en fait j'ai une envie, c'est de me construire dans un environnement. Et du coup, je regarde l'environnement dans lequel je suis, dans lequel je baigne le plus, c'est les échecs. Et c'est vrai que les figures échéquéennes de mon
club, etc., ou même les figures échiquiennes à haut niveau, ça me faisait absolument pas rêver. Et du coup, au collège, quand tu es dans un âge où tu as besoin de te construire et où tu as deux options, soit tu vas contre le moule, soit tu vas dans le moule, et ben moi, j'ai préféré rentrer dans le moule et faire un petit peu comme tout le monde. Et je me rappelle très bien qu'on me disait, tu fais des échecs. À l'époque, c'était pas cool de faire des échecs comme ça l'est maintenant. C'est-à-dire qu'on était bien loin de la hype qu'il y a eu au jeu de la dame, bien loin de la hype qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment un truc niche et un truc nerd. Et donc, c'était un peu la honte de faire des échecs. Et donc, bah, il y a eu deux choses qui se sont juste exposées. C'est à la fois l'envie de m'enlever de cet endroit-là pour pouvoir me construire. Consciemment ou inconsciemment, je sais pas, mais je me disais, je vais devenir associable un petit peu. Tu vois, l'image que tu viens de me donner, moi aussi je l'avais quand j'étais petit, donc je m'étais dit, j'ai besoin de sortir de ça, premier point. Et deuxième point, je pense que aussi il y a eu un petit peu un truc de rivalité et peur de l'échec, dans le sens où il y avait quelqu'un dans mon club qui arrivait, qui commençait les échecs, qui commençait à devenir très fort très rapidement. Et lui, il travaillait énormément, c'était complètement l'opposé de moi, et c'était aussi en vrai, je pense, un mec très fort aux échecs, parce qu'il est devenu quand même maître international. Donc il était très doué, au-delà de ça. Mais tu vois, il arrivait, il y avait un petit peu une concurrence qui se crée entre lui et moi, et en fait, j'avais capté que pour passer le seuil au-dessus aux échecs, tu vois, moi j'étais, quand mes derniers championnats de France, j'avais terminé 30e au championnat de France, mais j'ai jamais travaillé les échecs, ça m'a jamais intéressé de travailler les échecs, tu vois. Je savais que pour passer le step au-dessus, il fallait que je travaille les échecs. Et j'avais pas envie de travailler les échecs, ça me plaisait pas de travailler les échecs. Et donc je me suis dit aussi, ça me fera trop mal que lui me dépasse avant qu'il y ait ce truc là de je me fais dépasser et j'ai même pas envie de me battre en fait dans ce truc là. Il y avait ce truc de compétition que j'avais en moi. Et du coup, j'avais ce truc-là, soit je continue pas. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que je coupe à ça. Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien de sortir de ça et que je ne serais pas devenu celui que je suis maintenant. Et je ne serais pas revenu aux échecs maintenant, un petit peu plus dans un truc fun, si j'avais pas arrêté à 13 ans, tu vois. Ok, ok. Merci de partager ça. En tout cas, c'est hyper inspirant, je trouve. Et... Euh, mais, et puis, on sent que c'est un truc personnel que tu as réfléchi et tout. Et on se rend pas compte toujours à quel point, tu vois, sur un enfant, un ado, les figures représentatives du haut niveau, elles sont importantes. Tu vois, je pense, je sais pas, j'en sais rien, mais Roger, enfin moi, dans mon écosystème, Roger Federer et Rafael Nadal, mais heureusement que c'était eux, tu vois, qu'ils étaient vraiment parfaits, gentlemen et tout. Et ça a fait toute une génération de gars où on veut être parfait, on veut être fair play, on veut, tu vois, être bien. On a le droit de dire qu'on a envie de gagner, mais pas trop, tu vois. On travaille avec Rolex, tu vois. C'est un peu les mecs, c'est des golden boys, tu vois. Ouais. C'est pas des badass ou c'est pas des nerds que t'as envie de dire, bon, j'ai pas trop envie d'être comme lui, tu vois. Et c'est ouf, je trouve, l'influence que ça peut avoir, quoi. Toi, à l'époque, il y avait qui c'était Kasparov encore, non ou c'était déjà Magnus Carlsen? À mon époque, bah, je me rappelle très bien, enfin moi j'ai connu la passation, j'allais dire, entre Vichy Anand et Magnus Carlsen. Donc Ok. Vichy Anand qui était champion du monde, je crois que c'est 2013, je sais pas si je dis de la merde. C'est vrai que lui, il fait pas rêver, quoi. Oui, voilà, Anand ça fait pas rêver. Et même Carlsen, en fait, Carlsen il a quand même un caractère, etc. Et je pense qu'il peut faire rêver maintenant pour les jeunes. Mais Carlsen, tu sais, c'est un petit peu la domination lente d'un jeu où du coup il y a un mec qui domine trop et en fait c'est chiant à regarder, comme je sais pas Mondo Duplantis par exemple, je sais pas, genre ça fait rêver et en même temps sans faire rêver, parce que t'as pas ce qui crée le sport aussi, c'est dans la rivalité, il y a deux personnes, il y en a un qui bat l'autre, mais parce que justement il y a un gros adversaire en dessous. Et le truc c'est que le gap entre Magnus Carlsen et les autres est tellement immense que bah vas-y, quand Carlsen a gagné en 2013 c'était quelque chose. Je sais pas si c'est 2013 parce que j'ai de la merde au niveau des dates, mais en tout cas quand il a gagné c'était quelque chose. Mais après bon bah il est juste devenu trop fort. 2880 Elo en pique. Les autres, ils étaient même pas à peine 2800. C'est... Ok. Et encore aujourd'hui, le mec, il a une femme, il a des enfants, tu vois, il en a plus rien à foutre des échecs, il joue bourré sur son stream sur Twitch, et pourtant il est 10 fois meilleur que tout le monde, tu vois ce que Il je est veux dire. bourré de temps en temps? Mais ouais, mais Carlsen, il y a des streams où il est pété, il joue aux échecs. Et en plus, par contre, dans son style de jeu, lui, il me faisait absolument pas rêver, parce qu'il a un style de jeu très positionnel, où il va t'emmener dans des finales qui va tourner pendant 10 ans. Donc les finales, en gros, c'est la dernière partie aux échecs, quand il y a peu de pièces sur l'échiquier. Et donc, dans des positions qui sont très égales, on ne sait pas comment, mais il va réussir à retourner ça. Et c'est loin, on va dire, de... Peut-être que si j'avais eu Kasparov en tant que figure, c'est vrai que Kasparov, quand même, c'était un mec qui va contre le système, c'était un mec qui joue de manière très agressive, et c'est pas la même chose, c'est pas la même tasse de thé. Fischer aussi, à l'époque, c'était pas la même tasse de thé, c'était un gros caractère. Bon, après, il a mal fini, Bobby Fischer, mais ça voilà. Mais c'est vrai que bon, Vichy Anand de Carlsen, ça me faisait moins rêver, ouais. Ok.
Qu'est-ce que t'aimais pas du coup dans les échecs? Qu'est-ce que t'aimes pas même encore aujourd'hui? Toute la théorie. La Ah ouais, le théorie, le côté. travail. Ah ouais. Ouais, Apprendre par cœur, apprendre toutes les ouvertures, tous les trucs comme ça. je connais quasiment pas les ouvertures, c'est mon gros point faible. Mais tu sais qu'en plus, c'est même pas en mode j'ai pas une mauvaise mémoire, tu vois. Hmm. C'est juste, j'ai pas envie de me pencher dessus. Je trouve que c'est le côté du jeu où, en plus, maintenant, avec les ordinateurs, t'as plein de nouveaux joueurs qui deviennent très forts grâce au prépa. En gros, la prépa, c'est une préparation que tu vas faire en amont de jouer une Hmm. partie et qui va te permettre potentiellement de réussir à avoir un avantage parce que tu sais que ton adversaire il connaît pas trop cette ligne. Bah, s'il se trompe et s'il joue un coup qui semble naturel, et ben en fait, Hmm. tu vas complètement être mieux directement. Et donc, en fait, moi, toute cette partie-là, je suis en mode juste jouer aux échecs. Moi, ce que j'aime, Hmm. c'est le côté créatif, le côté on va jouer dans des positions agressives et un petit peu le show. Ce que je fais maintenant, on va dire, dans la création de contenu, c'est-à-dire, bah, on va jouer des danses du cavalier où on va remettre 10 000 fois son cavalier et on sait objectivement que c'est nul à chier, mais que vas-y, c'est marrant. Ou bien sacrifier des pièces et rentrer dans des positions où je sais qu'elles sont peut-être objectivement pas les meilleures, mais parce que ça me fait plaisir et parce que c'est ça. Parce que si Hmm. j'avais perdu ça dans les échecs à un moment donné, je suis en train d'y réfléchir, c'est que quand j'ai été 2 fois champion régional, on va dire, c'est que tu sais, j'avais un petit peu perdu ce truc que j'avais, parce que mon vrai style de jeu, c'est un jeu très agressif, très Hmm. je te rentre dedans Pour le et spectacle, vas-y. toi. Ouais, voilà. Et au-delà du spectacle, c'est même, j'aime rentrer dans des positions compliquées où il va falloir calculer. Et en fait, j'avais perdu ça parce que, bah, tu sais, t'avais ce truc-là où, ah putain, là, je vais prendre un match nul pour m'assurer le fait de gagner le tournoi. Et tu vois, genre, je rentrais dans un truc où je jouais Hmm. pour le résultat, avec un style qui était un peu moins le mien, et j'avais limite peur de jouer. Donc ça, Ouais. je m'en suis complètement défait, je pense. Et c'est pas un peu obsessionnel aussi, tu sais, la recherche du coup parfait, du meilleur coup. Là, moi, je suis en train de mettre mon fils aux échecs, tu vois. Et il y a plein de fois, ouais, chercher le meilleur coup, chercher la meilleure position, chercher T'es là, putain, mec, 3500 positions possibles, j'en sais rien, tu vois, il y a tout à bouger. Et je suis là, genre, juste joue, quoi. Et là, mon fils qui me dit, mais est-ce que c'est la meilleure position? Je suis là, mais je sais pas, j'ai pas envie de tout calculer, j'en sais rien. Enfin, ouais, tu sais, il y a pas un truc un peu obsessionnel, un peu starbé de vouloir absolument faire le meilleur truc, tu vois. Bah ça, je l'avais beaucoup en partie longue et c'est pour ça que j'aime pas les parties longues. C'est qu'en fait, Hmm. généralement, tu as un premier instinct sur des coups. Et en fait, à force de re-regarder la position et de calculer 8 millions de trucs, en fait, tu vas peut-être même être plus à même de faire des erreurs. Et même à haut niveau, des fois, on voit des trucs sur les parties longues où les mecs ont tellement surpensé dans une position à 8000 trucs. Et en fait, tu sais, en recalculant, en repassant sur un coup, puis en revenant dessus, en fait, derrière, tu oublies une partie de la variante et tu fais une erreur débile que tu aurais limite pas faite en cadence plus rapide. Donc ouais, moi ce truc de se torturer l'esprit, c'est la raison pour laquelle les parties lentes, ça m'a jamais vraiment plu. Là où en Blitz, bon, Blitz c'est des cadences très rapides entre 5 et 3 minutes par exemple, bon, mais j'ai l'impression que le coup est bon, je vais revérifier, j'ai pas 8000 années de toute façon pour revérifier, Hmm. c'est quoi? Viens, on sacrifie la pièce et on voit ce que ça donne pour le beau jeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. L'amour du beau jeu à la française. Ah Ok. mais oui, la French Touch, même si la défense française aux échecs par contre, c'est très chiant, très très chiant. Pourquoi c'est quoi la défense française? En gros, c'est E4, E6 pour ceux qui auraient un échiquier devant eux, sait-on jamais. D4, D5. Et c'est vraiment. Je sais que personnellement, c'est l'ouverture contre laquelle je déteste le plus jouer. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais là, les nouveaux joueurs qui arrivent, ils jouent un truc qui s'appelle le système de Londres. Ah, j'en ai Euh, entendu parler, ouais. ouais, c'est horrible. En fait, pour moi, c'est que t'aimes pas les échecs, faut arrêter quoi. En fait, arrêtons de jouer le système de Londres. C'est typiquement le jeu. Alors, il y a des variantes du système de Londres où tu peux jouer hyper actif, etc. Mais globalement, on se fait chier, on dort. Et j'avoue que la nouvelle génération de joueurs, où ils jouent tous ça parce que, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois, à jouer. Hmm. Ah, c'est difficile. Maintenant, quand il y a un gars qui me dit, ouais, j'ai commencé les échecs à 2 ans, je joue le système de Londres. Il me dit oui, je dis, je vais jouer contre quelqu'un d'autre. On va passer, peut-être pas tout de suite. Ok, bah, je regarderai, j'ai étudié un peu la position. Euh, Tu penses que les gens qui ont fait des échecs toute leur vie, là, ils sont pas, enfin, ils sont épanouis, tu penses? Je pense qu'on peut totalement l'être. Hmm. Je pense que. Après, c'est comme dans tout, quand ça tourne à l'obsession, forcément. J'ai C'est l'impression plus qu'on peut pas être difficile. au niveau sans être obsédé par ce sport, par le jeu, quoi. Sans y avoir été obsédé à un moment donné, je pense. Ouais. On est Ok. obligé de faire une petite phase d'obsession. Mais c'est vrai que si l'obsession,
elle perdure dans le temps. Forcément, c'est compliqué. Si tu commences un petit peu comme dans le jeu de la dame, à avoir des échiquiers partout, quand tu bouges sur les plafonds, là, peut-être que je vois un échiquier sur la light, peut-être que tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Mais non, je pense vraiment qu'on Il y a des peut être carrés, il y a sain. des cadres et tout partout. Ouais. Ah putain, E6, attends, il est mal placé le pion. Cavalier F3, cavalier C6, ok. Non, je pense que peut-être qu'à haut niveau, tu vois, j'ai peut-être pas aussi le niveau suffisant pour te dire si oui ou non l'obsession à quel point elle est grande. Mais je sais que par exemple, je prends l'exemple de Jules Moussard avec qui j'ai fait pas mal de trucs et avec qui je m'entends très bien. Il est loin du stéréotype qu'on peut avoir du joueur matrixé par les échecs et tout. Jules Moussard, c'est le mec le plus normal de France. Et il est grand maître, il a été multiples fois champion de France, tu vois ce que je veux dire. Je me permets de le citer parce que ça fait partie des grands maîtres que je connais assez bien, on va dire. Donc, et tu vois, on peut. C'est pas le cliché de il va me parler d'échecs alors qu'on est au milieu d'un repas. Et il calcule pendant qu'il bouffe Ah pas. non, non, du tout. Il calcule absolument rien. C'est-à-dire que Jules Moussard, c'est vraiment. Tu sais, il arrive, il joue des coups. Tu vois, ils disent souvent, les joueurs d'échecs, ils disent bah, juste joue des coups. En mode réfléchis pas, tu vois. Ils sont tellement au-dessus que. Ils sentent un peu aussi les positions, ils ont moins besoin de calculer à des moments. Ok. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, les échecs? Que j'étais un rageux, déjà. Excuse-moi, j'aurais dû préciser ma question. Hormis l'humilité, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris quoi, les échecs? Déjà, je pense, tu vois, tu disais que ton fils, il avait fait des échecs. Je sais pas si toi, déjà, tu as vu des résultats par rapport à ça, mais je trouve que c'est énormément utile pour un enfant, que ce soit de la visualisation, de la mémorisation. Je sais pas si. Bah écoute, c'est encore un peu jeune, tu vois, là ça fait 6-9 mois qu'on a commencé à... Tu vois, à 5 ans, faut apprendre les pièces, faut machin et tout. Mais, mais ouais, tu vois, il essaye de retenir des positions, il essaye de bosser sa mémoire, il essaye de calculer des coups, donc j'ai l'impression que c'est bien. Et puis surtout, en fait, je l'entends plus parler, quoi. Waouh! Non mais mon fils, il est un peu comme toi dans le sens où c'est un moulin à paroles, il est hyper actif, il bouge tout le temps et tout. Et là, c'est la première fois de ma vie avec les Lego où il bouge plus. Ouais. Tu sais, il est posé, il se met les mains comme ça pour imiter les champions et tout. Et il essaye de se concentrer, tu vois. Ouais. Et je l'ai jamais vu comme ça, donc je le redécouvre, mon fils, tu vois. Donc, je verrais bien les fruits, tu vois. Mais je serais curieux de savoir sur toi. Et justement, c'est Avec la beau ce que tu dis compétition parce et que tout. justement, moi j'avais vraiment ce truc de. Je pense qu'au-delà du fait que mon père, avant même que je naisse, il avait envie de me mettre aux échecs, mais j'avais aussi ce truc d'hyperactivité, etc. Et donc je te dirais que ça m'a énormément appris la concentration. C'est-à-dire que je suis capable, déjà, moi bizarrement, je suis très mauvais quand il n'y a pas de pression et je suis bon que quand il y a de la pression. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je joue dans un bar, je suis capable de perdre contre un mec 8000 fois moins fort que moi sur le papier. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ça va me tilt et que je suis souvent énervé contre moi-même. Là, par contre, où le moment où il y a des gens autour de moi, où il y a un enjeu, où il y a un vrai truc, là, j'élève mon niveau de jeu et ça a toujours été comme ça. Typiquement, à l'école, j'ai toujours été mauvais en devoir maison et j'ai toujours été à mon prime en devoir sur table. Donc, je te dirais que ça m'a appris à vraiment me mettre dans une bulle où demain, j'ai un examen de 3 heures. C'était toujours là où j'étais vraiment capable d'être pendant 3 heures dans ma bulle parce que j'étais pendant 3 heures dans ma bulle aux échecs, même si j'étais dans ma bulle en bougeant et en marchant un petit peu partout, mais j'étais quand même dans ma bulle globalement. Donc je dirais qu'il y a déjà ce premier point. Je pense le côté aussi mémorisation. Alors je sais pas, toujours difficile par rapport à ces choses-là parce que vu que j'ai toujours vécu avec les échecs, de savoir si c'était des capacités dans lesquelles j'avais déjà de base des prédispositions, que les échecs ont accru ou si les échecs m'ont fait développer ces skills un petit peu et ces compétences. Je le saurais jamais vraiment, mais en tout cas, le fait est qu'au niveau mémoire, forcément, ça m'a aidé. Je pense que j'ai une plutôt bonne mémoire grâce à ça, aussi une plutôt bonne logique que j'ai pu retrouver, ne serait-ce que dans le droit, dans les mathématiques, etc. Le droit, je le dis simplement parce que tu as un syllogisme juridique, donc tu as ça, puis ça, puis ça, et tu arrives à cette conclusion-là. Les échecs, tu as ça, en fait. Il y a le côté logique dans les échecs que j'aime énormément et que j'ai plus de mal à avoir dans d'autres domaines parce que dans la plupart des choses il y a soit de l'humain, soit de, tu vois, dans les échecs il n'y a pas d'humain, là où typiquement le poker, si on prend l'exemple du poker, il y a de l'humain, tu vois, un très bon joueur de poker, tu m'arrêtes si je dis de la merde, mais en tout cas dans mon esprit peut justement être déstabilisé par quelqu'un qui est très mauvais au poker parce que le mec va faire des trucs tellement illogiques ou bien va bluffer de manière tellement hallucinante que justement ça va pouvoir te mettre un petit peu l'herbe sur le pied. En tout cas, je dis pas que tu perdras à la fin, mais ça peut te mettre un peu plus à mal, là où en vrai les échecs, le mec est nul, t'es grand maître, tu l'exploses, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ouais.
Tu t'es fait des ennemis avec le trash talk? En vrai, non, hein. Le trash talk, c'est, mine de rien, c'est bon enfant, je trouve, ça casse une barrière Hmm. avec les gens. C'est l'esprit un peu, tu vois. Après, t'es pas au niveau de Michael Jordan Ouais, ou Mohamed Ali, ouais, tu vois. voilà. Hmm. Mais le trash talk, non, c'est toujours sympa. Je trouve que ça met une bonne ambiance dans les bars, etc. Après, il faut savoir à qui tu trash talk, tu vois. Il y a des gens, je vois le gabarit, je vois qu'ils sont pas très réceptifs. Bon, il se peut à ce moment-là que juste je me taise. Mais généralement, en fait, vu dans les parties officielles, t'as pas le droit de parler, il n'y a pas de trash talk dans les parties officielles. Hmm. Euh, Même avant, tu peux pas parler? T'as le droit de parler avant, Ok. entre guillemets. Mais c'est vrai que je trash talkais pas quand j'étais petit. Mais par contre, en bar, là, il n'y a pas de problème parce que c'est pas des compétitions officielles. Mais non, j'ai jamais eu de problème. Justement, même ça m'est plutôt. Ah si, j'en ai déjà eu en fait. Je viens de réfléchir au Jardin du Luxembourg. Au Jardin du Ok. Luxembourg, tu sais, t'as Sur les un gros petit peu. échecs, le gros échiquier taille humaine, on va dire, entre guillemets? Non, Non, ou sur les tables? ouais, sur les petites tables. Ok. Parce que pour ceux qui savent peut-être pas, au Jardin du Luxembourg, il y a des tables qui sont mises à disposition, peut-être pour ceux qui sont pas de Paris, où tu peux jouer aux échecs si tu ramènes tes pièces. Donc en gros, l'échiquier est incrusté et tu peux ramener tes pièces. Et on va dire que bah, tu sais, t'as un peu les anciens du Jardin du Luxembourg. T'as des gens, ça fait des années, ils sont là. T'as des gens, ils arrivent à 10h du matin, c'est leur échiquier, tu vois. Et donc j'arrive, et je crois que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps et tout, et tu sais, je l'affronte, et je le bats, et genre, tu sais, il commence un peu à. Tu vois, il décale les pièces, il commence à m'engueuler, et tu sais, genre, je sens que c'est du trash talk où le mec est premier degré, tu vois. Moi, au début, je trash talkais pour troll, tu vois, en mode, voilà, mais lui, il était très premier degré, il s'est un petit peu vénère, et depuis, je l'ai plus affronté, et je suis plus allé au Jardin du Luxembourg. T'es banni. Il m'a traumatisé. Non, je suis même pas banni, mais tu sais, c'est que bah, au niveau du contenu, je peux pas en faire parce que c'est interdit de C'est vrai de filmer au filmer Jardin dans du les jardins, Luxembourg. ouais. Ouais, dans les Ouais. jardins de Je Paris. t'ai roté à la gueule aussi, mais. Euh, ok, donc banni et chassé du jardin du Luxembourg. Euh, Après, je voulais parler un petit peu de Clash Royale quand même et de natation, mais le. Genre, j'avais regardé ta vidéo avec les sœurs Bottez, là. Ouais. Donc, alors, pour les gens qui connaissent pas les sœurs Bottez, on peut dire que c'est les plus grosses influenceuses échecs au monde. Avec Pas loin. Gotham Chess, ouais. Avec Gotham Ouais. Chess, ouais. Parce qu'elles sont très jolies, on va dire, qu'elles jouent plutôt bien aux échecs. Mhm. Euh, et en anglais, elles sont de quelle origine? Brésilienne? Non, non. Je crois qu'elles sont canadiennes à la base. Canadiennes à la Les base. deux, ouais. Mais elles ont des origines d'Amérique du Sud. J'avoue, j'ai pas regardé leur Wikipédia, mais je. Ok. Peut-être. Peut-être, Ok. il y a un monde. Et t'as joué contre elles, ouais. Ouais. T'as failli les battre. En Ouais. battre une des deux. Ouais, j'ai joué contre Andrea Bottez, du coup. Donc, ouais, c'est deux joueuses. Il y en a une petite sœur et une grande sœur. En gros, c'est deux sœurs, d'où les sœurs Bottez. Andrea Alexandra. Alexandra, elle est, il me semble, Woman Field Master ou Woman International Master. Donc, elle est maître féminine. Et Andrea n'a pas de titre, mais je crois qu'elle est en FIDE à peu près 1900-1800. Mais elle a un peu le parcours classique de quelqu'un qui a arrêté très vite les échecs, on va dire. Et donc, moi, j'ai joué contre Andrea. Et en fait, je suis arrivé en lui faisant une danse des cavaliers un petit peu longue, histoire de la troller. Et donc, j'ai perdu cette partie autant. Mais c'est vrai que ça aurait été quand même quelque chose de battre les deux streameuses sur du coup une danse des cavaliers qui, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est en gros, ça te met vraiment très mal. C'est-à-dire que c'est comme si tu parlais partais avec un handicap dans la partie, quoi. Et donc non, j'ai perdu contre elles, mais elles ont quand même kiffé le petit truc de danse des cavaliers. Maintenant, dès que je joue contre quelqu'un d'international, je place une petite danse des cavaliers. C'est pas en mode humiliant ou quoi, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu ma marque de fabrique. Ça me fait rigoler de troller. Je le précise parce qu'en fait, il m'arrivait récemment, après avoir fait un truc avec Nemo. Donc à Nemo, je lui ai fait également la danse des cavaliers. C'est aussi une créatrice de contenu échec. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit en anglais, du coup, parce que la personne ne connaissait pas, elle avait dit ouais, c'est fou. Overconfidence of the man, he see a woman and he think she doesn't know how to play, tu vois. Alors que c'est pas du tout l'idée, tu vois. Homme comme femme, on est complètement égaux sur le plan des échecs. Avec Judith Polgar d'ailleurs, on a pu le voir avec le documentaire Netflix qui a réussi à se hisser dans le top 10 mondial. Donc il y a vraiment pas d'inégalité là-dessus. Et du coup, je tenais à préciser que tu sais, je fais pas ça pour humilier ou en mode c'est une meuf, je vais la battre, elle est ceci ou cela, que ce soit un mec, une meuf, demain Magnus Carlsen.
si j'ai des couilles, je l'affronte, la vie de ma mère, je lui fais la danse des cavaliers. Voilà, je le dis, je vais juste complètement baiser mes chances avec Magnus. Il va peut-être certainement me détester et me battre très rapidement, mais je le ferai. Mais ça me paraissait important quand même de parler de cette précision-là parce que j'ai vu ça récemment dans mes commentaires. Donc, Ok, non mais je voulais pas venir t'emmener du tout sur ce terrain-là, mais je t'emmène dans des terrains sinueux. non mais mec. du coup, est-ce que avec les sœurs Bottez, là du coup les 15 minutes de bulle parce que t'as perdu sont toujours présentes Ah non. ou là tu te remets tout de suite dans le jeu de bon, c'est quand même les sœurs Bottez de je vais sympathiser avec elles. Ah non, paradoxalement, en fait, ça fait partie des parties, quand je les perds, j'en ai absolument rien à faire. Genre, quand c'est du contenu, genre même moi, là, je suis en mode, je te dis, c'est en mode chill, je suis en mode contenu, etc. J'en ai un petit peu rien à faire de perdre, ça me fait ni chaud ni froid. J'étais juste en mode, putain, dommage, parce que j'étais complètement gagnant à la fin et juste je me suis fait flaguer au niveau du temps. Donc, en gros, j'ai perdu autant, mais j'ai vraiment pas mal pris, tout comme quand j'ai perdu contre Nemo, qui m'a aussi joué ça dans des cavaliers. Je l'ai pas du tout mal pris. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que je pense que inconsciemment, quand c'est du contenu, j'y porte pas d'intérêt et je suis plus en mode j'ai envie de faire un truc fun et j'ai envie de jouer n'importe quoi et donc je suis préparé à perdre, entre Ok. guillemets. Mais t'étais focus quand même. Hein. On sentait que tu voulais être sérieux. Hein. Ouais, non, la C'est- partie, je veux la gagner. Je veux la gagner et tout, mais après je l'ai perdu. Donc, c'est pas. Et je devais parler en anglais en même temps et tout, avec mon anglais catastrophique. Donc, c'était compliqué de gérer la partie et l'anglais. Ok. T'as commencé quand le contenu, toi, à créer du contenu? Et sur quelle plateforme? Je dirais OnlyFans 2021. Non. Avec tes pieds? Ah putain, pas avec. Moi, je suis du 48. On m'a déjà demandé des photos de mes pieds. Mais non, j'ai pas commencé avec OnlyFans. Ça devait être aux alentours de ma licence 2 de droit. Donc en 2022, je pense, ouais. En Ok. 2022 sur TikTok, du coup. TikTok, Ouais. direct. Ok. Ouais, parce que je m'étais dit que ça devait être le nouvel Eldorado de par où tu peux commencer. YouTube était assez saturé. C'est difficile maintenant de commencer sur YouTube ou Twitch si t'as pas les canaux, on va dire, un peu plus verticaux et le format très court. C'est vertical ou horizontal? Je sais jamais. Vertical, horizontal. Du coup, c'est vertical. Ah Ok, oui, vertical. vertical. Putain, je connais pas ma gauche et ma droite, mon vertical, horizontal, c'est compliqué, putain. Abscisse ordonnée. Par contre, toi, faut te parler en E7. Faut Ouais. te parler en chiffre de colonne. Faut me parler en G8, moi sinon tu n'as pas de conversation avec moi. Non mais ouais, TikTok, c'était le premier truc. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais spammer le contenu là-bas autour des échecs sans Tu faisais montrer quoi? ma Tu tête. faisais quoi au début? Ah putain, ma toute première vidéo, c'est Angèle qui fait balance ton quoi, et moi je mettais des fleurs Ok. entre chaque quoi. Ok, t'as commencé comme ça. On a tous commencé quelque part. C'était la première vidéo que j'ai postée officiellement, en tout cas sur le compte Gartin59, parce qu'avant il y a eu un compte Twitter à l'époque en 2016 sur Clash Royale et tout, où là j'avais fait un petit peu quelques petites parodies de Seinor09 à l'époque, qui était un YouTuber Clash Royale, et en gros il était un petit peu connu pour overreact quand il y avait un pack opening. Imaginons, je sais pas, il était là, il ouvrait son pack en gros parce que tu avais des coffres sur Clash Royale, il était en mode OMG le cavalier et tout, tu vois. Enfin, c'est pas le cavalier, imaginons le chevalier, tu vois. Le chevalier, on a gagné 350 fièges, c'était incroyable. Et du coup, j'avais repris un petit peu ce qu'il avait fait et j'en avais fait une parodie sur Twitter à l'époque. Donc ça doit être ma vraie première vidéo postée sur internet. Et sinon, sur Gartin59, c'était Balance ton quoi. Et très rapidement, contenu échec où je reprends des gens, je cut et je mets une partie d'échecs ensuite. Ouais, ok. Ouais. Et t'as tout de suite commencé à faire le commentateur des échecs, un peu avec ce style un peu footballistique, tu vois, sur les échecs. Non, parce qu'en fait, au départ, je pense, un petit peu comme tout le monde, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans du contenu, t'as un petit peu ce truc où, au départ, forcément, t'as un peu honte de ce que tu fais, ou t'es un petit peu shy, un petit peu timide. Et donc, moi, j'habitais chez mes parents, et je me voyais pas commencer à crier dans ma chambre, où ils vont me demander, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? La licence 2 de droit, est-ce que ça se passe vraiment bien? Est-ce que le droit administratif, ça se passe vraiment bien ou non? Et donc, j'avais pas envie d'attiser ces questions-là, et je pense que même moi, j'étais pas encore suffisamment à l'aise
j'allais dire devant une caméra, même s'il n'y avait pas de caméra physiquement, c'était juste une voix que je portais au départ, on va dire. Donc au début, un petit peu beaucoup plus calme. J'ai du mal à y croire. Non mais calme, en fait ça allait vite, j'essayais d'enchaîner vite, mais je criais pas autant qu'aujourd'hui. Et en fait un jour je tombe sur une vidéo où en fait je change le concept. En fait, au départ l'idée c'était de reprendre des vidéos de personnes qui juste par exemple dansaient ou faisaient des trucs et tout, et moi je disais on en a rien à foutre, ou bien je rebondissais et je mettais genre une meuf qui dansait par exemple, je mettais quand il est 2000 élos aux échecs, et moi je rebondissais et je fais moi je suis 2000 élos, je rajoutais juste du texte au-dessus. Il y avait un autre mec qui faisait ça à l'époque aussi, qui s'appelait Tactic Boy sur TikTok. Et en fait un jour je me suis dit mais en fait pourquoi pas reprendre quelqu'un qui parle directement et couper, tu vois ce que je veux dire, couper sur ce qui se fait. Et en fait à cette époque là il y avait une trend qui en vrai existe encore aujourd'hui, c'est un 10 mais et en fait t'avais un filtre, et c'était et dans les trucs du filtre t'avais la douche. Et je me dis putain ça pourrait être marrant de tomber sur quelqu'un qui dit c'est un 10 mais il se douche pas. Et donc je passe une heure à scroller les vidéos et tout, jusqu'à tomber sur une vidéo de Louise GRT qui fait c'est un 10 mais il se douche pas, Berk c'est dégueulasse. En plus ça dure 3 secondes, je me dis ah vas-y parfait. Je coupe le truc, je mets une vidéo derrière, ça pète, tu vois. Et après, du coup, je reprends ce format-là. Il y en a une, elle fait putain, pénétration et tout. Je cut. Derrière, je mets on en a rien à foutre, mais on baisse pas. Ça reperce. Et du coup, je me dis ok, ça y est, j'ai peut-être trouvé un truc qui fonctionnait un petit peu. Et du coup, en fait, c'était beaucoup. En fait, c'était la période où je venais moi-même de mettre TikTok. Donc en fait, j'avais un algorithme qui n'était pas encore, je suis en train vachement de me justifier, mais qui n'était pas encore rodé à ce que moi je regardais personnellement. Ce qui fait que j'avais vraiment que des trucs, parce que du coup, vu que je reprenais ces vidéos, j'avais que des trucs de conseils cul et des trucs de meufs qui dansaient, parce que du coup, c'était les vidéos que je reprenais pour les trucs. Donc j'avais un algo qui était full nourri de ça. Et donc j'avais 8000 vidéos à cut et je faisais cut et tout. Et donc à un moment donné, j'ai commencé à vraiment regarder TikTok, et donc mon algorithme a complètement changé. Donc j'ai dû créer un compte secondaire pour avoir un petit peu des vidéos de ce style et trouver des trucs à cut. Mais c'est soit je tombe sur les vidéos en gros, soit je les recherche, et du coup il y a plein de vidéos que j'ai cut comme ça. Ok. Et donc t'as fait TikTok, après t'es passé sur quel autre réseau? T'as fait peut-être pour les avoir dans l'ordre. Ça a été TikTok, après Insta, mais à l'époque de TikTok déjà je streamais un peu sur Twitch vite fait. Après Insta, après YouTube et Twitch à peu près en même temps, début 2025. Ok. Bon, et du coup avant ça, on va faire le vrai sujet de l'interview, parce que les gens vont nous dire mais oui, extraterrien, il y a beaucoup la performance et les champions du monde et tout, mais nous avons un numéro 1 mondial. Putain, c'est vrai. T'as été numéro 1 mondial sur Clash Royale. Ouais. Putain, le jeu qui m'a le plus spammé, je pense, et j'ai résisté, quoi. J'ai jamais ouvert, cliqué le jeu. Bon, comment on devient numéro 1 mondial sur Clash Royale? Déjà, il faut avoir beaucoup de temps à perdre. Déjà, dans un Combien d'heures premier temps. Combien d'heures par jour? En vrai, pas de temps, parce que Clash Royale, c'est pas comme Clash of Clans, ou Clash of Clans, entre guillemets. Il faut énormément jouer, alors que Clash Royale, quand t'es premier, t'as pas besoin de rejouer parce que t'es premier, tu vois, entre guillemets. Mais on va dire que comment on devient premier, je pense déjà, en vrai, juste en kiffant le jeu, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'adorais Clash Royale. Genre, je trouvais qu'il y avait un aspect très stratégique dans le jeu qui me plaisait. Et aussi, je me rappelle que j'avais toujours été énormément frustré du fait que je consommais énormément de contenu autour de Clash of Clans, et qu'en fait Clash of Clans c'était un jeu en vrai où si tu mettais pas d'argent tu pouvais pas devenir fort, et en vrai même j'étais pas très bon sur Clash of Clans. Et donc de voir un petit peu toutes ces vidéos là et d'être en mode putain mais moi aussi j'aimerais bien être fort sur un truc, sauf que j'ai pas pris le train assez tôt aussi, etc. Donc en fait quand Clash Royale est sorti et quand il y avait mes youtubeurs préférés de l'époque qui faisaient des vidéos en mode Clash Royale va sortir, etc., moi je me suis renseigné sur comment avoir un VPN, parce que je me rappelle que le jeu il sortait au Canada, et j'ai jamais compris comment avoir un VPN, donc j'ai attendu qu'il sorte en France. Je n'ai jamais réussi à avoir un VPN, mais du coup j'ai attendu comme tout le monde la sortie en France, ce qui fait que j'avais quelques mois de retard sur la plupart des joueurs déjà très forts de l'époque. Et puis après j'ai joué, j'ai pris du plaisir, j'ai amélioré mes cartes, j'ai amélioré aussi mon niveau de jeu tout court, et à un moment donné j'ai monté en fait sur d'autres comptes, parce qu'en fait ça n'a jamais été sur mon propre compte que j'étais premier mondial. En gros, ce qui se faisait beaucoup sur Clash Royale, c'était qu'on te passait des comptes avec des cartes suffisantes pour monter. Et en donc fait, des gens qui payent ces cartes-là, j'imagine, ou même pas. En fait, t'as des gens qui ont un compte, c'est leur compte personnel, Ouais. et en fait ils sont nuls au jeu. Et en gros, ils payent un peu des Mais mercenaires. ils ont de la chance et ils ont des bonnes cartes.
Non, même pas, parce qu'en fait, en vrai, tu peux accélérer. Clash Royale, c'est un pay to progress. Il y a il y a Ouais. pay to win et pay to progress. Et en fait, bon, maintenant c'est vraiment un pay to win parce que, ouais, tu peux pas, sans mettre de l'argent, avoir toutes tes cartes niveau max. Mais bon. Mais en tout cas, à l'époque, du coup, t'avais des gens qui étaient un peu des millionnaires qui savaient pas trop quoi faire de leur vie ou qui prenaient Clash Royale vraiment très premier degré. Et ils ont eu raison parce que c'est le seul jeu sur lequel il y a eu une scène e-sport. Mais en tout cas, qui avaient du coup des comptes où ils avaient des cartes très très fortes. Et puisque le jeu avait Ouais. beaucoup de hype, et ben ils avaient envie de montrer à leurs amis qu'ils étaient premiers. Tu vois, un petit peu comme maintenant sur Strava, tu vois, t'as des gens, Donc, tu as ils été payent. payé pour Exactement. mettre un compte de quelqu'un premier Ouais, mondial. exactement, c'est T'as ça. pris combien? Mais en fait, t'étais payé à la performance selon ton classement. En Bah gros, là, quand t'étais. premier, ça doit être le. En fait, moi j'étais premier en milieu de saison, t'étais payé à la fin de saison. En gros, quand t'étais premier milieu de saison, t'étais payé 200-300 € à peu près. Ok. Sur le milieu, début de saison. Et sur fin de saison, ce que j'avais jamais fait, parce que les fins de saison, elles terminaient à 3h, à 8h, 10h du mat, je crois. Et moi j'avais cours. Et quand bien même, en vrai, je tiltais pas mal. C'est-à-dire que je perdais souvent des trophées parce que je jouais trop. Et donc, je rentrais dans une boucle infernale. Mais ouais, 250 à peu près, 300. Et t'étais payé 3000 ou 5000 selon les organismes si tu terminais premier à la fin de la saison. Ah ouais, donc tu peux en vivre presque. Ouais, Ah, tu peux mais même. après, terminer premier mondial chaque saison, c'est quasiment impossible. T'avais plus de chances Hmm. si t'étais dans l'e-sport et dans les équipes compétitives que avec le biais de ces trucs-là. Parce que, en fait, dans un premier temps, c'était du coup un petit peu des particuliers qui te demandaient d'aller sur leur compte. Ouais. Et en fait, derrière, il y a eu des clans et des vraies structures. Il y avait Nova eSport d'un côté à l'époque et 50 Kings de l'autre. Et ils se faisaient un petit peu la guéguerre pour être le premier clan. Et donc, pour être le premier clan, puisqu'il y a 50 membres par clan, eh ben, il faut 50 forts joueurs. Et donc, en fait, ils avaient des comptes qui filaient du coup à des gens comme moi qu'on appelait des pushers pour monter ces comptes-là et rester dans le clan en fin de saison et faire en sorte que le clan soit le premier clan Hmm. mondial. Et donc, les tarifs que je te donne de 250-300 milieu de saison, qui étaient les tarifs de l'époque de 2018-2019, en tout cas, je sais pas comment ça a évolué à l'époque, et de 3000-4000 € en fin de saison, c'était, je crois, les tarifs à peu près de Nova eSport, en tout cas, qui Ok. était là où j'étais affilié. Ok. Et ça existe encore tout ce mécanisme-là? Putain, c'est dingue. Alors le push a toujours été un peu interdit par Supercell. C'est-à-dire que Ok. c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé le Supercell ID qui permet de protéger vraiment le compte. Là où à l'époque ça passait par Game Center, où en fait ça se donnait les comptes. Et en fait t'avais aussi beaucoup de trucs de vol de compte. Parce qu'en fait le Hmm. mec en soi il te donne les accès à son compte. Et si tu veux tu peux changer le mot de passe. Et le mec n'y a plus accès. Et donc tu peux voler des comptes qui en vrai coûtent cher aussi. Donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je sais que moi du coup j'ai joué sur beaucoup de comptes de beaucoup de gens. Je suis passé de compte en compte Hmm. selon mes performances aussi et on te donnait des Ils viennent de meilleurs quel comptes. pays ces gars-là là, qui payent pour avoir un super compte? Alors je me rappelle que le directeur de Nova en tout cas à l'époque était turc. Ok. Voilà, et on parlait beaucoup sur une application qui s'appelle Line, et du coup en fait C'est j'ai appris Asie. Ouais. l'anglais comme ça. Ok. Ouais, Ok. j'ai appris l'anglais en parlant à des Turcs sur Clash Royale, ouais. Le Line, pour moi, c'est le WhatsApp de Thaïlande, Ouais, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie et tout quoi. mais t'avais beaucoup d'Asiates qui jouaient à Clash Royale, donc je pense que c'est peut-être pour ça que Line est devenu un petit peu l'Eldorado. Mais en Ok. tout cas, c'est vrai que Line, mais je suis même surpris que tu connaisses parce que j'ai jamais entendu personne hormis Clash Royale qui connaissait Line. Mais j'ai vécu 1 an et demi en Thaïlande. Putain! Donc j'étais obligé de télécharger Line, tu vois. Ah bah oui, mais c'était Tout le hype, monde hein. là-bas, ouais, mais grave, c'était grave Les hype. émotes, trop Mais- stylé. Ben ouais, ouais. Mais toi, t'es la seule personne à me parler de Line depuis 15 ans, tu vois. Yes. Mais et tu sais qu'à chaque fois que j'y retourne, je retélécharge l'application, quoi. Oui. C'est un truc de fou. Et t'as acheté des émotes sur Line ou pas? Non, mais j'ai parlé avec des amis thaï, ouais, qui sont des malades, en fait, ouais, et qui payent plein de trucs sur Line pour Ouais. avoir un Line customisé, quoi. Mhm. C'est comme si sur WhatsApp, vous achetiez des emojis, vous achetiez des photos, des gifs pour qu'ils soient plus stylés et pour les envoyer à vos potes, quoi. C'est assez marrant. Mais les Asiates, ils adorent ça, quoi. Enfin, une partie des Asiatiques. En fait, je trouve que ça ressemble un peu aux émotes Twitch dans l'idée. Ouais, un peu, il y a Je un peu de trouve ça. Il y un a un truc peu un de peu ça. personnalisé, mais ouais. Ouais, ouais. Ok. Et il y a encore des gens. Enfin, Clash Royale, c'est encore un peu hype ou c'est mort complet? Ah, alors, je crois qu'il y a encore de l'argent, il y a encore des championnats du monde, etc. Mais le jeu, on va dire que je pense que Supercell, qui est du coup le développeur, est pas mal rentré dans une boucle infernale de rentabilité qui, pour les joueurs pros et pour les joueurs en général, est un peu insupportable dans le sens où à chaque fois ils sortent une nouvelle carte qui est un peu broken et beaucoup trop forte par rapport au reste. Et du coup, ça fait que les gens, entre guillemets, bah, ils font très rapidement à haut niveau puisqu'elle est essentielle.
bah, ça te fait payer pour essayer de la maximiser et très rapidement l'avoir au niveau maximum. Et donc après, il la nerf. Mais généralement, après 2 semaines, ce qui fait que pendant 2 semaines, tu as une carte qui est beaucoup trop forte, qui chamboule complètement ce qu'on appelle la méta, donc la manière de jouer Mm. à ce moment-là du jeu. Et donc, on va dire que tu as des méta qui sont énormément changeantes sur Clash Royale, ce qui parfois pouvait rendre lieu à des mauvaises surprises. En tant que joueur, du coup, moi j'étais un peu joueur pro aussi, même si en gros j'avais 15 ans et en gros j'avais pas l'âge pour jouer T'avais les 15 ans? compétitions. Ouais. Voilà, j'ai 15 ans là. Non, à l'époque j'avais 15 ans, il fallait 16 ans pour faire les compétitions officielles. C'est aussi pour ça que j'ai Mm. arrêté Clash Royale. Parce que même après mon niveau a baissé, entre guillemets. Mais ce que j'avais plus la motivation et ça me plaisait pas. Mais on va dire que ça a aussi vachement été dépendant des méta, les moments où j'étais plus ou moins fort. Tu avais des méta qui me correspondaient bien et d'autres qui me correspondaient moins bien. C'est pour ça que j'ai été premier mondial, mais je pense que j'étais loin d'être le meilleur joueur du monde. Genre vraiment, il y avait même certains Français qui étaient Mm. meilleurs que moi, tu vois, genre être premier mondial à certains moments dans la saison. Moi, je l'étais à 2 jours de la fin de saison. En gros, j'aurais pu terminer 20e mondial si j'avais pas joué pendant 2 jours. Sauf que, je sais pas, je suis seul con quand t'es premier, ça sert à rien de jouer parce qu'en gros, tu peux perdre -50 et gagner +10. Je jouais Mm. quand même, et je perdais -50, -50. Et du coup, j'étais grave redescendu sur cette saison-là. Mais dans la globalité, ouais, c'est comme ça que ça se faisait. Mais j'ai déjà fait des top 100 mondiales, etc. en fin de saison. C'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de calcul. C'est un jeu, ouais, il y a de la stratégie. Alors, il y a une part de Mm. chance qu'il n'y a pas aux échecs, qui est que, en Ok. fait, tu as la roulette de. Tu peux avoir un deck qui se fait contrer par le deck adverse. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Ouais, bien sûr. Selon. Moi, je joue aux cartes Magic, tu vois, donc C'est typiquement, totalement c'était ça. ça. Ok. Ouais, ouais, t'as des trucs qui contrent complètement d'autres trucs et dans lesquels tu peux rien faire. Après, forcément, à haut niveau, tu vois, t'as des counters où ça va être du 60-40 de victoire, on va dire, mais où tu peux quand même partir avec un désavantage que tu n'as pas au échec. Mais les similitudes que je retrouve vraiment entre les échecs et Clash Royale, c'est le côté, on va dire, gestion de l'élixir. Que sur Clash Royale, je l'apparente Mm. vraiment aux échecs, un petit peu à ce truc de, des fois, aux échecs, tu as besoin de donner un pion pour avoir de l'activité, tu vois. Et donc, des fois, sur Clash Royale, en fait, un très bon défenseur sur Clash Royale est un très bon joueur de Clash Royale. Un très bon défenseur aux échecs est un très bon joueur d'échecs. Les très bons joueurs d'échecs Mm. à haut niveau, c'est des mecs qui vont te faire galérer alors même que tu es complètement gagnant. Et bah sur Clash Royale, c'est pareil. C'est-à-dire que le mec, tu lui as pris 1000 points de vie dans la gueule, et bah va quand même réussir à falloir la terminer la position parce il va te mettre la pression tout le temps. Et donc c'est aussi être capable de se laisser prendre des dégâts sur sa tour pour avoir un avantage élixir et derrière pouvoir lancer un push qui va te permettre de gagner. Et bah si je fais l'analogie avec les échecs, ça va être aux échecs, bah là j'ai une moins bonne position, je vais sacrifier une qualité, c'est-à-dire je vais donner une tour pour un fou, ce qui Mm. du coup c'est du 5 contre 3, donc mon adversaire a 2 points de matériel d'avance, mais sur la position, j'ai une position qui est plus agréable à jouer et j'ai une position où j'ai peut-être plus d'activité, donc j'ai des compensations pour ça. Et donc cet aspect de compensation, je trouve qu'on le retrouve à la fois sur Clash Royale et à la fois aux échecs, et donc je pense que c'est ce truc-là qui fait vraiment le lien entre les deux. Ok, 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 intéressant. Euh, c'est essentiellement des adolescents ou il y a aussi des boomers, des quarantenaires qui arrivent à être bons dans ces jeux-là? Je pense que c'est comme dans tout, tu commences en étant très fort jeune, Hmm. et après tu deviens meilleur. En tout cas, actuellement, il me semble que le meilleur joueur sur Clash Royale, c'est Mohamed Light. Il doit avoir à peu près mon âge, 20 ans, ou peut-être 25 ans, ou je sais pas trop quoi. Donc ça dépend si on estime que 25 ans, on est déjà des boomers, je sais pas. Mais en tout Non. cas, à haut niveau, je pense pas qu'à 30 ans, tu sois un boomer. Ouais, je pense Ok. pas qu'à haut niveau, à 30 ans, tu puisses être compétitif encore. Ah Sur ouais, à Clash 30 Royale. ans, t'es plus compétitif. Ouais, non, je pense pas. Parce que ça va trop vite. Ouais, j'ai l'impression. Mais après, je connais pas la scène Clash Royale actuelle, mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, t'avais très peu de gens. Putain, c'est frustrant quand même. Putain, c'est à 30 ans, t'es trop. T'es juste parce que tu perds en puissance de calcul ou en vitesse En d'exécution, c'est un truc de réactivité, ouf. ouais. Réactivité, c'est ouf. C'est C'est ouf. comme le milieu du e-sport, hein. Ça va très rapidement dans l'e-sport, Ah. Ouais, 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 les c'est roulements. blasant, ouais. Et puis ils ont pas d'après-carrière, quoi, après. Enfin, sauf s'ils stream ou quoi. Moi, on m'a dit que les joueurs pros, ils devaient tellement jouer, genre 7 8 heures par jour, qu'ils pouvaient plus streamer. Et du coup, en fait, ils ont une carrière de 2 3 ans, et puis après, ciao, en fait, bye bye, et il faut te reconstruire une life, quoi. Parce que t'as rien anticipé, t'as rien prévu, quoi. À part citer dans les gros champions comme Faker, comme Ziwo Hmm. de Vita ou quoi. Mais c'est vrai que je pense que de mixer le truc où tu stream en même temps, bah forcément t'es moins fort. Tu sais, quand tu joues en stream, ça va dans tous les jeux. En stream aux échecs, Hmm. moi quand je stream des échecs, mec, je suis nul à chier. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai.
Ah, Oui. mec, tu parles en même temps, en tout cas, Je voulais te demander si Ouais. t'arrivais à être aussi bon en commentant et en faisant le. Ah non, en fait, tu perds forcément de ton niveau quand tu parles en même temps, tu vois. Ce qui fait que généralement, on va dire que je pense que tu perds même 20% de ton niveau facile, quoi. Contre quelqu'un de ton niveau. Après, contre quelqu'un de moins fort, vas-y, puisque la différence est déjà assez grande, ça va pas beaucoup changer. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Typiquement, ce que Blitzstream a fait de passer les 3000 élos en stream, il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Ah ouais? Genre, je pense qu'il y a des grands maîtres, tu les mets en stream, ils perdent toute leur partie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'ils doivent J'abuse peut-être, mais. parler, ils doivent. Ok, Et ok, au-delà de ok. parler, c'est animé. Tu vois, Hmm. tu vois, il y a une différence entre parler et vraiment Combler faire les en sorte que vides. le live, il y a toujours un petit truc qui se passe, tu vois. Ouais. Donc pour ça, Blitzstream est très fort. Et moi, je sais que généralement, quand je lance un live et que je suis à mon piquelo, il y a de grandes chances que je termine le live. Je suis conscient que faut pas s'attacher au classement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as perdu des plumes au passage, quoi. Ouais, beaucoup Ok. de plumes. Euh, mais ouais, je m'en doutais, tu vois. Je me dis, putain, tu mets une énergie folle dans tes vidéos, dans tes streams, tu bouges, tu cries, il se passe des trucs. En vrai, merci, mec. T'as rendu les échecs ultra vivants, quoi, je trouve. Et j'adore ton contenu pour ça. Tu vois, j'aime bien aussi celui de Julien ou celui de Blitzstream, tu vois. Mais c'est plus calme quand même. C'est plus calme. Toi, ça crie, ça va loin. Et je me demandais, est-ce que tu peux bien jouer en jouant comme ça? Non, en fait, c'est pour le show, quoi. Non, il y a forcément une perte de niveau et aussi, tu vois, là tu parlais de Blitzkrieg ou de Julien, il y a aussi une différence de positionnement, tu vois, dans le sens où Hmm. moi, la pédagogie, tu vois, je me dis, il y a plein de gens en France qui font déjà très bien. Tu vois, je pourrais être pédagogue si j'en ai envie. Des fois, je fais des parties pédagogiques et tout sur Twitch, mais on va dire que moi, je vois au-delà des échecs. C'est-à-dire que je suis streamer échecs, mais j'ai pas envie de faire que des échecs, j'ai pas envie de Hmm. m'enfermer dans les échecs. Et ce que j'aime, c'est montrer le côté, ok, les échecs, c'est un jeu, il y a du trash talk, comme il y a du trash talk sur un terrain de basket, comme il y a du trash talk dans de la boxe, comme il y a du trash talk partout. Et c'est ça, c'est le côté, ok, c'est familial, c'est convivial, et vas-y, juste on démystifie ça, et je suis comme ça quand je joue avec mes potes, donc pourquoi pas le montrer sur Internet. Et j'ai pas envie d'avoir une figure de mentor ou d'apprendre quoi que ce soit. Déjà de un, parce que j'ai pas le bagage théorique et que j'aurais pas envie d'avoir ce bagage théorique, même si en soi, je pourrais donner des cours à des gens 1005, 1006 et tout. Enfin voilà, il y a Hmm. pas de galère là-dessus. J'ai le Tu niveau pourrais pour monter donner une des cours. école en ligne. Oui, oui, je pourrais, mais on va dire qu'actuellement, tu vois, à l'heure où je te parle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que bah, ce serait, tu vois, beaucoup de temps. Et souvent, on me dit, est-ce que tu voudrais me donner un coaching et tout? Bah, moi, mes ambitions actuellement, elles sont pas là. C'est juste de faire rire les gens sur Internet, c'est de prendre du plaisir à faire du contenu. Et j'ai pas l'envie de créer un business autour des échecs à l'heure Hmm. actuelle. Tu vois, T'essaies de progresser quand même? j'ai essayé à certaines périodes, quand on a fait les championnats du monde avec Jules Moussard, etc. On est parti à des championnats du monde, ou bien quand je me suis préparé contre Dina Belenkaya aussi un petit peu, pour mon match au tournoi d'Inox Tag. Là, j'ai refait un petit peu une petite refonte, on va dire, au niveau positionnel, surtout avec bah, du coup Jules Moussard dont je t'ai parlé précédemment. Du coup, je me suis un petit peu entraîné à cette période-là. Et si on refait les championnats du monde cette année, ce qui n'est pas sûr, là, il y aura peut-être un vrai arc tryhard qui pourrait se lancer. Ok. Ah, ça te démange quand même un peu la compète, hein. Ah, il est là. Ah, Ah, il fait le malin, il a envie de gagner. en Il a envie de fait, gagner. ça me démange, mais il y a deux choses. La première chose, déjà, c'est que demain, si je me remets à la compétition et au vrai tryhard, en fait, je me connais, c'est que je suis un vrai tryharder et qu'en fait, ça va mettre en pause beaucoup de choses à côté, à gauche, à droite. Tu vois, c'est-à-dire Hmm. que ça va prendre peut-être une trop grande place et du coup, je me réfrène toujours un petit peu par rapport à ça. Plus de podcast. Plus de Fini. podcast, Fini. plus le temps de sortir, il n'y a plus personne qui me voit, je suis dans ma bulle, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce premier point-là, et il y a le deuxième point, c'est que maintenant, en vrai, c'est con à dire, mais il y a une certaine forme de pression maintenant quand je joue, tu vois, les gens sont. Tu vois, ils vont jouer leur vie pour jouer contre moi, alors que moi, tu sais, je suis en mode fun et tout. Et du coup, il y a un peu ce truc où. Tu sais, il y a un autre statut maintenant. Tu vois, genre, Hmm. je suis le streamer échec. Les gens, et en plus, du coup, je pense que dans leur état d'esprit, c'est il fait des vidéos sur les échecs, il est expert échec et il s'entraîne tout le temps aux échecs. Alors que vas-y, tu vois, moi,
hors contenu, on va dire que je vais blitzer de temps en temps, mais les échecs, c'est pas du tout ma vie, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une certaine forme de pression où en plus même l'adversaire connaît ton niveau. Moi, je connais pas le niveau de mes adversaires quand je les joue, tu sais, quand je joue contre des abonnés ou quoi. Ce qui fait que je perds souvent et maintenant j'ai de la peur des fois de jouer, tu vois, en mode chill, tu vois. Est-ce que les gens pensent que t'es genre grave bon aux échecs? Est-ce que t'as ce biais-là? C'est pas qu'ils pensent, c'est que je suis grave bon. C'est trop relou. Il y a ce biais-là et en fait non, c'est que je me dis moi je suis un mauvais perdant. Tu vois, quand je joue dans un bar et tout et qu'on me trash talk, tu vois, j'aime bien trash talk, mais j'avoue que c'est le truc de on vient de me battre et ça me snap en mode j'ai battu le go d'échecs devant moi comme si j'étais, tu sais, le bête de foire qu'on vient de battre. Je t'avoue que ça, je suis toujours un peu en mode vas-y, chiant, tu vois, quand ça me snap après une défaite, je suis toujours un peu en mode vas-y, j'aurais dû gagner quoi. Ouais, je Tu vois ce que je veux dire? Du coup, des fois, je suis réticent à faire des parties contre des gens où je me dis putain, je pourrais perdre et tout, tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce que... Bon, je vais pas dire que t'as un personnage ou que tu vois que tu joues, que tu surjoues, tu vois, en tout cas tu mets de l'énergie à ces moments-là, tu vois. À quel moment tu mets un peu la barrière justement entre Guertin59 qui s'excite, le streamer qui trash talk, qui goat et qui fait le goat et le moment où faut se poser un peu, tu vois. Par rapport à la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie, ouais. Déjà, j'ai pas envie de dire que Gartin c'est un personnage dans le sens où c'est forcément, je pense chez tous les streamers, tous les youtubeurs, c'est une partie de nous, Ouais, c'est une part de toi, ouais. mais qu'on montre pas forcément tout le temps. Tu vois, dans la vie, moi je peux pas être tout le temps hyper méga super actif, je peux pas toujours faire des blagues. Tu vois, il y a des moments où pendant 1-2 heures, voilà, je suis capable de le faire, mais en fait, cette distance elle se fait assez naturellement. En fait, c'est juste Gartin et la partie de l'iceberg où je suis drôle, je fais plein de trucs, c'est un peu ma partie sociale quand je vais rencontrer quelqu'un très rapidement briser la glace. C'est-à-dire moi j'aime bien briser rapidement la glace avec les gens, c'est-à-dire très rapidement faire des blagues où voilà tu sens si oui ou non tu peux y aller avec la personne et comme ça tout le monde est à l'aise. Je pense qu'aussi internet ça t'apprend à mettre facilement les gens à l'aise. Je pense même toi maintenant avec les podcasts, tu vois, t'arrives, tu vois si ton invité il est plus ou moins réceptif et derrière tu casses les barrières et t'ajustes avec les gens. Mais sinon en fait moi je fais pas de distinction entre Gartin et Théo, mais par contre j'aime juste dans la vie, c'est dans la manière de m'appeler, j'aime préfère qu'on m'appelle Théo plutôt que Gartin, même si j'ai des potes qui puisque c'est des potes du milieu, ont le réflexe de m'appeler Gartin, mais je trouve que ça fait, j'ai encore roté, ça fait deuxième row que j'ai contenu bien évidemment, mais je fais vraiment une barrière entre les deux, surtout dans la manière dont on m'appelle, ouais. Ça, okay. c'est un à partir de maintenant, je savais pas ça de toi, donc à partir de maintenant, ce sera Théo. Non, mais tu sais, même, tu vois, j'ai souvent des barrières. Tu sais, le Gartin ou bien le goat des échecs, ok, ça met une barrière de tu vas moins pouvoir rentrer dans ma vie privée quand tu m'appelles comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Non, mais je te pose la question parce que tu vois, des fois, les gens. En fait, ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est. Moi, j'ai fait un petit compte annexe sur Aerox, parce que c'est ma geekerie du moment, tu vois. Et je commente les résultats des élites, j'interviewe des athlètes pros, j'ai un programme d'entraînement qui marche très bien. Je vous les donnerai. Avec grand plaisir, tu veux en faire? C'est vrai que là, mon quota sportif est très bas, donc il va falloir un petit entraînement, mais si tu me coaches... On va en parler. Et tu vois, et j'ai un niveau qui est très bon. Tu vois, je suis dans le top... Voilà, j'aime bien quand il n'y a pas de langue de bois et que tu commences pas à me faire non, mais je suis pas très mauvais. Voilà, j'aime bien. Non, mais bon, tu sais, je suis dans le top 7-8% des athlètes, mais je suis pas dans le top 3%. Tu vois, c'est logique. Voilà, tout simplement. Et donc, des fois, il y a des gars, ils me font toi, t'as fait combien? Vas-y, putain, toi, faut que je te batte. Ça. Bah, ok, mais concentre-toi sur toi. Et donc, il y a un biais, tu vois, quand tu crées du contenu et que tu côtoies un peu des gens qui sont bons dans le domaine, les gens pensent que t'es toi aussi méga bon, tu vois. Moi, c'est le premier truc auquel ça m'a fait penser, ce que tu dis. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils te voient dans la vraie vie, tu vois. Parce que moi, je t'ai vu tu vois, je t'imagine un peu en dehors, là, on parle, il y a des moments où on part en vrille, il y a des moments où on se recalme et tout, mais il y a des gens, ils doivent se dire, putain, il est comme ça tout le temps, ils doivent arriver, direct punchline, et toi, tu dois être, non, c'est bon, là, j'ai déjà épuisé la batterie sociale pour aujourd'hui, là.
Non, C'était alors déjà arrivé ça ou pas? moi, généralement, ce qu'on me demandait à une époque, maintenant ça s'est calmé. J'ai eu les classiques. En vrai, ça gère de la meuf ou pas avec les réseaux. Tu vois, en fait, il y a une proximité qui se crée avec les gens assez facilement. Est-ce que tu baises ou pas? Genre, les gars, calma, on vient de se dire bonjour et tout. Calma là-dessus. Généralement, alors, c'est un peu bizarre parce qu'après, comment ne pas prendre un melon surdimensionné quand on m'appelle le GOAT dans la, dans la rue? Que les gens m'appellent plus souvent OMG, c'est le GOAT plutôt que Gartin, donc il y a souvent de ça. Et sinon, non, généralement, avec les gens, ça se passe toujours bien. Soit ça parle d'échecs, mais c'est vrai que généralement, les premiers trucs, c'est le GOAT, ou bien j'aime bien tes vidéos, on va parler des vidéos, ou bien des concours d'éloquence aussi, pour ceux qui ont vu les concours d'éloquence, mais généralement, c'est plutôt ce type d'interaction. Et des fois, il y a des gens, effectivement, qui cassent plus facilement la barrière, notamment le soir en soirée quand les gens sont bourrés. Là, il y a peut-être des gens, tu vois, qui vont un peu plus cross la line facilement, dans le sens où, et tu vois, bah moi je le dis gentiment, genre tu sais, me toucher ou quoi, et je suis en mode tu vois, il n'y a pas de problème avec quand c'est bien fait, mais quand c'est complètement torché et que tu viens me voir comme si on était meilleurs amis depuis 10 ans et que tu me fais 8000 câlins, je mets quand même un petit peu une distance, même si moi j'aime bien, tu vois, être proche avec les gens et que ça se passe bien et tout. Mais c'est juste, je dis toujours, il faut qu'il y ait quand même une forme de respect. Là où les fois où c'est un petit peu des fois dépasser la forme de respect, c'est typiquement quand je suis avec une amie, par exemple, au bar ou quoi, et tu sais que ça vient me voir, et tu sais, un petit peu ce côté en mode ah ouais, ça gère de la meuf, tu sais, devant la personne ou quoi. Et là, je suis en mode, les gars, tu vois, on fait des blagues et tout, et ça, j'essaye vraiment d'éduquer ma commu là-dessus, parce que on fait pas mal de blagues, etc. Mais ça reste du truc des blagues. Moi, je côtoie, j'ai beaucoup d'amis filles, et tu vois, j'ai dû des fois dire, ok, tu vois, quand on stream et tout, arrêter de vouloir absolument dire t'es en couple avec une telle ou quoi, ou de voir, et c'est pour ça aussi que la modération c'est hyper important et utile, de voir un petit peu des fois des grosses dingueries sur le chat. Et donc ça, c'est un truc auquel j'essaye de pas mal faire attention, parce que je me dis, même des fois dans la rue, et maintenant que j'ai fait des reminders, c'est plus du tout le cas, mais ça m'est arrivé une ou deux fois où je me disais, ok les gars, généralement ils étaient alcoolisés, mais juste ça se dit pas, tu vois. En fait, c'est des choses que tu dirais pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Et là, le fait que, vas-y, ça soit moi, que je fasse des vidéos et tout, tu te permets, comme si on était amis, de dire ce genre de choses. Donc je trouve que c'est juste la petite barrière à pas franchir, tu vois. Et généralement, je le dis aux gens et ils comprennent, tu vois. Je dis, ouais, ça c'est pas hyper méga respectueux, tu vois. Ouais, je mets juste un petit peu d'éléments de contexte, parce que peut-être, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont nous écouter qui te connaissent pas, en tout cas qui te connaissaient pas Ouais. encore. T'as pris beaucoup ce rôle du nerd, de l'intello, du joueur d'échecs, puceau aussi, tu vois. Qui a Faut jamais être vu une meuf de sa vie, ouais. Ouais, exactement, tu vois, et tu joues avec ça beaucoup. Et c'est un personnage qui est méga drôle. Enfin, moi, mec, tu m'as fait me pisser dessus. Enfin, franchement, vraiment beaucoup, quoi. Et t'as une copine? Non, là, je suis célibataire, mais justement, cette image-là, entre guillemets, Mm. au début, elle me correspondait pas mal, mais là, j'essaye tu vois, de m'en détacher, parce que aussi, même moi, j'évolue en Bien tant que sûr, bien personne, et sûr. en fait, tout ce que j'ai construit, tout ce personnage et tout, bah, il évolue aussi, parce C'est que... vrai que moi, je t'ai découvert comme ça au moment où je parlais, enfin, où Maëlys m'avait parlé de toi, quoi. Ok. Ouais, 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 ouais. ouais, non... Donc, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ouais, ouais, mais je garde toujours ça parce que ça me fait toujours marrer, en fait, le côté très autodérision. C'est-à-dire que moi, j'estime surtout que c'est de l'autodérision, parce que, tu vois, il y a ce Mm. truc-là de, en vrai, bon, factuellement, on a tous, on connaît tous des relations humaines, on en a tous. Bah, tu vois, tourner un petit peu ça en dérision, le fait que, bon, bah voilà, on n'est pas très doué avec les filles, ou bien on n'est pas très doué dans certaines interactions sociales. Bon, bah voilà, c'est drôle, on en rigole. Mais j'ai toujours pris le parti pris de me vanner moi-même et de jamais vanner les autres, ou de jamais Mm. mettre la faute sur l'autre. J'ai toujours fait hyper attention, typiquement, quand je reprenais des vidéos de gens, à me vanner moi-même et à ne pas rebondir sur ce que la personne dit en mode Mm. ah putain, ce que vient de dire cette personne, c'est complètement débile. Non, tu vois, genre je me vanne moi-même, et au moins ça, je trouve que ça offre un panel de blagues qui est bah, déjà immense, de se Mm. vanner soi-même. Je trouve que aussi, bah, tu vois, l'autodérision, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, surtout, ça permet aussi bah, de pas avoir de soucis. Tu vois, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit sur Internet. J'ai pas Mm. envie, je sais que les proportions que ça peut prendre, tu vois. Et donc, je suis vraiment team, moi, tu vois, quand même, quand quelqu'un m'insulte, quand il y a des mauvais messages ou quoi, j'ai plus de la pitié pour les gens, et j'ai absolument pas envie de les mettre en, tu vois, de les afficher, tu vois, les mauvais Mm. commentaires,
je me dis, tout ce que je peux faire maintenant, je suis très conscient que ça peut avoir des répercussions sur l'autre, et quand bien même la personne peut être horrible avec moi ou avoir des énormes menaces, il m'est arrivé des fois des choses pas hyper cool, tu vois, bah, ça reste dans la sphère du privé. Et Mm. ça va pas dans la sphère publique où les gens très vite peuvent s'en mêler et peuvent harceler la personne, même si tu vois ce que la personne a fait, c'est pas correct. Bah, le contre-coup qu'une communauté peut avoir peut être encore pire. Et la personne, je pense, ne se rend pas forcément compte derrière son écran de ce qui se passe. Donc je suis assez. Je me dis, tu vois, on peut tous faire des erreurs et j'ai pas envie que Mm. ça prenne de trop grosses proportions, on va dire. Ouais. Quand tu auras une meuf, tu t'as envie de la protéger un peu de tout ça? Oui, non, mais ça, jamais je. C'est-à-dire que les gars, toute ma vie, même dans 10 ans, je vous dirais que je suis célibataire et il y aura pas de. Il y aura pas de. Il y aura pas de La vie chichi. secrète, quoi. Non, non, ça, jamais. Il y a trop de complications en fait, d'être en couple sur les réseaux, d'afficher les gens Ah et ouais, tu tout. vois ça comme ça, ouais. Ouais, je le vois vraiment comme une contrainte. Tout le monde va parler en fait sur ton Tu couple. crois pas au power couple? Non, j'y crois pas. En fait, j'y crois même. Je me dis demain, ça se termine. En fait, la personne d'après va vivre sur la pression des gens qui vont dire OMG, le couple était trop beau et tout, quand bien même la deuxième personne, tu l'affiches pas. Mais tu sais, il y a une pression à partir du moment où tu t'es affiché dans un couple que les gens ont édité en mode c'était le couple goal, incroyable et tout. Demain, ça se termine. Difficile à tanker aussi Mm. pour la personne d'après et tout. Et même pendant ton couple, tu vois, bah, un couple, c'est quelque chose de personnel. Déjà, les gens, ils voient que, même dans les couples stars et tout, je tenais à le préciser, ils voient que l'envers du décor. Il y a plein de gens où bah, ça se passe forcément moins bien dans l'intimité et dans la vie privée. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que des petits trucs à la con qui peuvent ressortir en vidéo, qui n'auraient Mm. pas été un sujet, deviennent un sujet parce que les gens le commentent. Et Mm. donc, euh, et donc c'est trop, je pense que c'est trop difficile et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de vivre avec un couple comme ça, mais moi je pense que j'en serais pas capable, en tout cas à Mm. l'heure actuelle. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je pense il y a un truc qui vient avec l'âge aussi. Et quand tu rencontres la bonne personne et que tu te dis, bon, là, c'est pour la vie et tout, tu te dis, bon. Parce que toi, t'es pour afficher, je sais pas Non, non, si. non, c'est une bonne question. Oh, je me la pose souvent. En fait, Ok, j'ai. Ma meuf est plus connue que moi, je pense. ok. Dans d'autres sphères, complètement, plutôt dans le milieu professionnel, dans le monde du business, dans le monde de l'écriture, du personal branding, de la communication un peu corporate et tout, dans le LinkedIn game, quoi. Oh là là. Oh, ne parle pas de ce game-là. C'est elle qui m'a mis dedans, tu vois. Mais elle est plus. Ouais, elle est plus visible, c'est une ancienne mannequin, elle gère très très bien son image. Donc, c'est plus. Euh, Nous, maintenant, ça commence à nous faire un peu kiffer de se dire putain, couple goal, les couples qui se sont mis ensemble et tout, qui se font grimper aussi ensemble, tu vois. Et donc, forcément, c'est des questions, on se pose est-ce qu'on a envie de montrer l'autre? Est-ce que on a envie de grimper ensemble? Est-ce qu'on a envie de construire une image à deux? Tu vois, il y a plus que ça, tu vois. C'est est-ce qu'on monte l'autre? Est-ce qu'on crée un projet à deux? Ce projet commun, c'est quoi? Si le projet commun il se sépare, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il y a, il- enfin, c'est un bon puzzle et un bon problème à résoudre, tu vois. Mais je pense que toi, la question se pose plus dans le sens où, puisque bah, du coup, t'as un enfant aussi, tu vois, t'as Mm. déjà construit quelque chose, bah, tu vois, ça va au-delà de ça, tu vois, genre, c'est normal, vous allez pas vous quitter, vous voyez votre vie ensemble, et Mm. du coup, tu sais, t'as pas les questions de te dire, imagine ça se passe mal, ou peut-être que vous avez construit quelque Ouais, chose de c'est vrai, c'est suffisamment vrai. fort pour aller à l'encontre de ce que les réseaux disent. Là où, tu sais, demain, une relation, je pense, fraîchement nouvelle, si moi, ça m'arrivait, bah, je pense qu'il faudrait 1, 2 ans pour Mm. l'afficher, peut-être 3 ans, je sais pas, tu vois, pour se dire on est suffisamment fort pour passer au-delà de la critique. Mais du coup, je pense que toi, tu es peut-être dans une position où tu te dis, Ouais. cette critique-là, elle va pas me toucher parce que on sait ce qu'on est, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je respecte complètement ton point de vue parce que euh, bon, je créais pas de contenu avant, mais je m'affichais pas avec mes précédentes, mes précédentes histoires d'amour, tu vois. Mm. Parce que j'étais peut-être pas intimement convaincu que c'était aussi la bonne personne. Ouais. Tu vois, donc ça joue. Si la bonne personne est là, mes DM Instagram sont ouverts. Hein. Allez-y en masse, envoyez du love. T'as,
J'ai. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un Oui, bug. J'ai hésité J'ai. entre deux questions. Pose les deux, pose les deux. Vas-y, mais je te pose Je les dirai deux. laquelle était la mieux. La première question, c'est est-ce que tu as des moments de solitude en tant que créateur de contenu? Mhm. Et la deuxième, c'est est-ce que tu as déjà eu peur que tout s'arrête? Ok. Moment de solitude, je pense que ce métier va forcément t'amener à des moments de solitude quand tu commences et que ça devient vraiment ton métier en tant que tel. Parce que forcément, tu connais pas forcément tous les gens du milieu. Et c'est aussi très difficile, je trouve, d'avoir des amitiés dans le milieu parce que tu confonds le professionnel avec le personnel. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et puis, tu crées aussi du contenu potentiellement ensemble. C'est toujours quelque chose d'assez bizarre avec ces relations à double casquette. Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai peu et qu'aussi, j'ai très peu en vrai confiance avec les gens de base, ce qui fait que puisque j'ai un rythme de vie qui est décalé, c'est-à-dire que dans la journée je peux ne rien avoir à faire, écrire des vidéos, etc., mais du coup je pourrais avoir grave le temps de voir des gens. On va pas se mentir qu'à 22 ans la plupart des gens comme moi ils sont en études, ce qui fait qu'il y a un décalage par rapport à ça, les périodes de partiels, tous les gens travaillent, ils sont chez eux et donc moi je suis en mode les gars venez on va sortir, personne n'a envie de sortir parce que il y a partiel demain. Donc en fait il faut réussir à trouver des gens et un cercle qui a ce même rythme de vie que toi et après garder aussi cet autre cercle mais cette fois-ci avec des horaires on va dire plus conventionnels de on se voit le soir après certaines périodes parce qu'il y a des périodes où ça va être plus le rush mais nous puisqu'on a cette liberté qui est offerte forcément je trouve que ça peut aussi amener à s'isoler parce que même dans le processus de création je sais que faut trouver des gens avec qui travailler qui ont le même point de vue que toi et les mêmes idées que toi et moi j'ai beaucoup de mal dans la création à trouver des gens avec lesquels je suis en accord et avec qui on a à peu près la même vision des choses donc j'écris souvent tout seul je fais souvent la plupart des choses seul et il y a aussi cette confusion entre l'espace de vie et l'espace de travail qui te rend pas mal fou. Moi c'est un peu ma problématique en ce moment. Okay. J'ai grave envie d'avoir un studio, j'ai grave envie d'aller quelque part où je sais pas mais le fait de me réveiller, de taffer et de tout faire au même endroit c'est genre absolument pas possible. Viens ici si tu veux. Et merci. Pas très loin. Les locaux, j'ai gratté un local aujourd'hui. Alors il faudra te débrouiller avec Mathieu Stéphanie pour la location et tout, mais il y a des postes de libre. Et voilà, comment on fait du business, Non, mais j'encourage. Ah vas-y, ça peut être trop bien, parce que moi je cherche trop des endroits et des espaces, en fait, ne serait-ce que de me déplacer, je me dis, ok, je suis plus chez moi, parce que en fait, là, j'ai souvent ces moments-là où je me lève à 11h, je peux me lever à midi, il y a mon téléphone, il y a ma sonnerie qui sonne, je la repousse. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas obligé de me faire à manger, j'ai absolument aucun cadre. Et donc en fait, je pense que c'est une solitude que je me crée moi-même du fait actuellement je n'arrive pas à avoir un cadre. C'est encore trop difficile pour moi. Alors forcément, des fois, les tournages et tout, ça va grave rythmer les choses. Mais des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien me garder une semaine où j'ai vraiment envie de full écrire. Et du coup, là, j'ai une liberté limite trop grande. Et donc ouais, la solitude, elle se crée là-dessus. Donc là, j'essaie vraiment de me créer, on va dire, un cercle un petit peu sur internet, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément le réflexe d'envoyer des messages aux gens qui me follow en mode putain je kiffe ce que tu fais, viens on va se boire un café. Je me dis est-ce que c'est bizarre comme démarche? On m'a dit qu'absolument pas du tout, mais c'est-à-dire que j'ai toujours le truc de j'ai pas envie d'envoyer un message ou de passer pour un gros suceur entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc je contacte rarement, tu vois, ou même de me dire putain imagine la personne pour elle c'est que du travail, donc j'ai pas envie de l'avoir hors ça parce qu'imagine en fait me dit non en fait on est juste pro et tout, on va pas devenir amis au-delà de ça. Donc je suis un peu toujours un petit peu particulier ces relations là, mais je pense que j'en apprends un peu plus tous les jours sur le métier et qu'il y a des événements des fois qui te permettent de rencontrer de nouvelles personnes et c'est surtout ça qui te permet d'avoir un nouveau cercle, parce que le cercle il se change pas trop en vrai là maintenant, hormis dans la création de contenu je rencontre pas de nouveaux gens parce que j'ai plus d'études, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais c'est marrant, ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que moi j'ai perdu pas mal de potes ces derniers temps. Pour des raisons, tu vois, un peu je pense d'incompréhension, parce que la boîte elle grossit, parce que donc il y a un petit côté entrepreneur trop busy, tu vois, qui bosse trop, parce que ouais, je sens que c'est le moment où il faut que je charbonne parce qu'on est en train de décoller, et en même temps j'ai des potes, on se comprend plus
aussi, tu vois, on n'a pas pris les mêmes trajectoires. Après, là, je te raconte des trucs de boomer, là. Non, mais je comprends On est totalement les lycéens, on s'est trajectoires. séparés, tu vois, et on se divise. Et puis aussi parce que des fois, quand ça fait 6-7 ans que tu prends la parole sur Internet, des fois, j'ai eu des potes qui ont pris des phrases, mais tu sais, isolées, sorties de leur contexte, ou qui ont pris un post, machin, à tel moment, et qui l'ont grave mal pris, quoi. Qui l'ont grave mal pris. Et peut-être parce que moi, je fais un peu plus le donneur de leçons, et je regrette maintenant, je fais un peu attention à ce que j'écris. Et du coup, j'essaye de me créer des nouvelles amitiés dans le monde de la création de contenu, et je me rends compte que ouais, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup d'intérêt, tu vois, d'amitié par intérêt ou de proximité parce que, bon, on le fait le métier, il faut bien se faire voir, donc tout le monde est sympa avec tout le monde. Mais qui est vrai, qui est pas vrai, c'est assez difficile, tu vois. Et donc, moi, je suis ouais, vraiment dans cette pleine phase où j'ai perdu des potes, j'en reconstruis d'autres, mais je suis pas hyper en confiance encore, tu vois. Je suis pas encore hyper à l'aise avec tout le monde. Bah, Euh, ouais, mais, mais moi, je crée quand même des belles amitiés, mais c'est nouveau, tu vois. Ça prend du temps. Je trouve que ça prend du temps de voir l'authenticité dans ce milieu-là. sur l'authenticité, déjà, je suis complètement d'accord. Genre, c'est difficile de décorréler les deux. Mais non, je vais revenir sur ton truc d'incompréhension. Mm. C'est que je trouve, alors je sais pas du coup si c'est en grandissant, mais je pense aussi que toi, c'est aussi le fait là d'avoir aussi un nouveau métier. Mais c'est que, en fait, ce qui a beaucoup lié les gens, c'était le milieu du lycée. On est tous dans une même classe ensemble. Après, le milieu des études, on partage quelque chose qui est quand même central, qui sont nos études. Et en fait, je sais que moi maintenant, j'ai beaucoup d'amis où quand je les revois, c'est juste des updates sur la vie. Et en fait, hormis les updates sur la vie, on n'a plus rien à se dire. Mm. C'est triste à dire, hein, mais on a perdu tout lien, tu vois. Et même, tu vois, ce qui à la base était des blagues de haha, t'es le gros branleur qui fait des vidéos. Tu vois, c'est drôle 2 minutes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, vas-y. C'est pas genre moi j'ai refusé de j'aurais pu aller à ça, j'aurais pu devenir avocat, j'aurais pu faire ce chemin qui est tracé, tu vois, un petit peu pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et avoir ces études d'élite et avoir sur mon CV, j'ai un master là-bas et je suis dans un grand cabinet d'avocats, tu vois. C'est juste que j'ai pas voulu de ça, tu vois. Mais je trouve qu'il y a vachement un truc des fois de jugement, moi, que j'ai pu retrouver chez beaucoup de gens hors création de contenu, un petit peu Mm. qui pointaient du doigt le fait que ce qu'on faisait, c'était différent. Je dis pas que c'est plus dur, c'est peut-être même beaucoup plus simple, tu vois. Après, je pense qu'il faut avoir, tu vois, il faut avoir la créativité qui va pour, tu vois. Mais quand tu l'as, forcément, c'est simple. Je te dis pas que moi, je fais du 8h, 18h, je fais vraiment du 10h, 11h. Mais il y a 1 heure de travail dans la journée. Mais ça y vient avec, du coup, ta deuxième question, c'est qu'il y a toute l'instabilité qui va avec. Tu vois, Mm. c'est-à-dire que, ok, vous avez un métier ou un avenir qui est simple, mais puisque c'est un métier, un avenir qui existe depuis des années, bah forcément la trajectoire elle est toute faite, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais vers quoi tu tends, tu sais que tu auras un salaire, tu sais qu'après dans quelques années du coup tu pourras faire un prêt pour avoir ta maison avec ta femme et tes enfants et ton chien, c'est super. Moi je sais pas demain si j'aurai une collaboration commerciale qui me permettra potentiellement de vivre sur les prochains mois, etc. Parce qu'en fait, on est vachement dépendant. Tu vois, il y a des périodes, là, Mm. actuellement, je vais pas te mentir, ça marche très bien, tu vois, au niveau financier. Félicitations, mec. Mais merci, Franchement. mec. Tu sais, il y a plein de créateurs de contenu qui en vivent pas et tout. Et donc, si ça marche bien, franchement, je suis trop content pour toi. Félicitations, c'est cool. Bah, tu vois, là, actuellement, tu vois, je suis à mon prime. Genre, je suis à mon prime, en fait, les gars. C'est-à-dire que j'ai une URL, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise, les gars. Donc, Et tu vas donc, bientôt te pouvoir te payer un coiffeur. waouh, 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 waouh. Fallait que je snap. Non, non, Maman. ça passe pas en frais de société, le coiffeur. C'est pour ça qu'on va faire un Mais stream si, mec. spécial Mais bien coiffeur. sûr que si. Ouais, stream spécial coiffeur pour le passer en frais de société. À Non mais, méditer, les même, gars. non mais si tu fais, je sais pas, une intervention en entreprise où tu fais une vidéo et tu changes un peu ton rôle, tu le fais passer comme ça. Ok. Tu sais que je connais un gars, il fait passer toutes ses fringues parce qu'il dit oui, nouvelle fringue pour une nouvelle vidéo, machin, et il fait passer toutes ses fringues dans frais de Ah ouais, société. moi, on m'a dit que les fringues, ça pouvait pas passer en Bah, frais. quand En t'es frais. comédien et que tu fais de la vidéo. Moi, les costumes, je les passe en frais de société parce que c'est pour des vidéos. Mais Hmm. la transition, comment réussir à être à la limite. Non, moi, bah, j'ai une société depuis pas longtemps de toute façon, donc je suis pas trop, tu sais, je suis pas au courant. Genre juste, bah, dès que j'achète du matos, ça passe en frais de société et Ton puis voilà téléphone globalement. portable Tu et vois. puis c'est tout quoi. Ouais, mais téléphone portable, même pas parce que je l'avais acheté avant. Et tu peux migrer le compte bancaire. Tu peux Ah, migrer la carte bleue, tu vois. Big Brain. Hmm. Tu me donnes des titis. Je suis basé par là, mais non, bon, des petits trucs, Mais oui,
Je te disais, ouais, t'as des trucs où, tu sais, ça marche bien, mais tu sais pas pour combien de temps. Et un deuxième truc qui est, je trouve, vachement frustrant, c'est d'être dépendant des marques. Et moi, c'est un truc qui, tu vois, quand tu fais de la création de contenu, bah déjà à la base, tu penses pas à ce que ça devienne un métier. Tu vois, même moi, je sais pas si ça continuera dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas ce que j'ai envie de faire tout court dans ma vie, mais actuellement, j'aime bien ce que je fais, donc voilà. Mais le fait est que, en fait, j'ai remarqué de moi, j'ai plus de marque, j'ai plus rien, tu vois. Et Mm. donc c'est pour ça que là j'aimerais bien construire petit à petit d'autres sides qui me permettent de me dire ok, demain je suis en mode vas-y, j'ai plus du tout envie de bosser avec les marques, j'ai plus envie de lier avec quoi que ce soit, bah j'ai quand même de quoi vivre parce qu'en fait l'instabilité des marques, il y a rien de fixe, tu vois. Demain ils ont plus envie de bosser avec moi ou bien ils sont en mode oh Gartin il fait des blagues, j'aime pas ses blagues et tout, il marche moins bien demain, bah t'inquiète pas, ça peut te lâcher. Ça tourne, ouais. Et donc c'est pour ça que je me dis, tu vois, YouTube, typiquement, c'était déjà un des revenus qui me permettait d'avoir vraiment une stabilité pendant Ok. une période. Et c'est pour ça que là aussi, bah, tu vois, j'aimerais bien lancer des trucs un petit peu en mode go des échecs avec des fringues et tout. Comme ça, je me dis, ok, on fait du merch autour. Et ça me permet aussi d'avoir une stabilité avec des ventes à gauche, à droite. Mm. Et de pas me dire, ok, demain. Et puis même, au-delà de ça, tu vois, les marques. Tu vois, je bosserai avec des marques avec lesquelles j'ai envie de bosser, tu vois. Mm. Mais imaginons demain, je sais pas, 90% des marques, on apprend des dingueries et j'ai plus envie de bosser avec. J'ai plus d'argent non plus aussi. Tu vois, après, Mm. c'est moi vis-à-vis de mon éthique, mais juste par rapport à mon éthique, je vais pas aller avec des Ouais. marques que j'estime pas éthiques. Mais demain, on apprend que toutes les marques, il y a des gros problèmes, il y a des gros soucis. Bah, en fait, là, il y a un dilemme moral qui se pose, dans lequel moi, je me dis, bon, bah, du coup, je serai pauvre et bonne chance. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de pré-shot le truc et que c'est ça qui me fait énormément peur dans Mm. l'instabilité, dans le truc de demain tout s'arrête. Parce que oui, moi, je pense à chaque fois, les gens, ils me disent, dans le milieu de la création de contenu, je suis souvent en mode, ouais, les gars, demain, ça s'arrête et tout. Et ils sont grave en mode, non, mais Gartin, tu te rends pas compte, t'as construit quelque chose, dans le milieu, tout le monde va quitter, nanana. Je suis en mode, ouais, mais il y a plein de gens, on voit qui ils sont, et ils ont sombré, tu sais pas pourquoi, tu vois, Mm. ça marche moins bien pour eux. Genre, j'estime que rien n'est acquis, tu vois. Et que demain, il y a quelqu'un qui peut venir de nulle part, faire des meilleurs trucs que moi, et puis voilà. Moi, je vois pas ce truc en mode concurrence, mais c'est juste, il y a de la place pour beaucoup de gens. Mm. Mais c'est juste si tu te renouvelles pas et tu fais 40 000 fois les mêmes choses, bah à un moment donné, t'as fait ton temps, tu vois. Et c'est normal, c'est comme dans tout. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est quand même une peur que beaucoup de créateurs de contenu ont, tu vois. C'est que ça puisse s'arrêter, que c'est assez instable. Il y avait une interview de Amixem, tu vois, il a mis 10 ans avant de dire, ok, c'est bon, demain je vais me réveiller, ça va encore être là, il y a de la sécurité. Tu fais putain, 10 ans, 10 ans, pendant 10 ans, t'as l'angoisse que demain ça marche pas, quoi. C'est long, je trouve, c'est long. Ça me rassure pas, tu vois. Euh, hmm, tout va bien. Euh, donc ouais, la petite peur quand même, elle existe. Toi, tu là. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, mais j'ai un peu fait la paix avec ça. Tu vois, en me disant que je kiffe le chemin et que je dois savourer au day to day. Tu vois, j'ai trop de chance de bosser avec les gens avec qui je bosse. Sauf Maëlys. Coucou Maëlys. Sauf toi. Donc franchement, j'ai trop de chance de faire ce que je fais, tu vois. Donc, là-dessus, j'ai envie de profiter. Là où je dois apprendre à faire la paix, c'est le toujours plus, tu vois. De faire grandir les audiences, de faire plus de vues, de faire des contenus plus stylés, de changer les types d'interviews, de faire plus d'audience, tu vois, en audio, plus de marques, vendre plus cher. Mhm. Ça, je dois apprendre à faire la paix avec ça. Ouais. Ouais. Parce que j'ai envie que la boîte, elle grossisse. Et du coup, quand ça se produit pas, je suis pas bien. Quand on fait des mauvais mois, je stresse, mais comme pas possible. Est-ce que c'est pas logique aussi dans ce truc-là de toujours vouloir plus parce que tu te dis, bah là, au point où j'en suis, demain, si ça stagne, tu vois, là, peut-être aussi que les marques et tout se placent parce que, tu vois, c'est en Mm. montée, tu vois, tu as toujours cette question-là de demain, ça se stabilise. Bah aussi, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont tous se dépasser, et du coup, dans ta stabilisation, tu seras
à un niveau où il y aura 3-4 mecs qui seraient remplacés avant, et du coup 3-4 mecs sur lesquels les marques vont se placer. Donc je pense que c'est normal d'avoir toujours un peu cette peur dans la tête. Parce qu'en fait, on a beau dire que c'est pas concurrentiel, ça l'est par essence, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Une marque, elle a un budget non extensible. Tu vois, elle a envie de faire un X millions de vues ou X millions d'écoutes. Donc, elle peut pas le distribuer à tout le monde, ouais, d'une certaine manière. Euh, c'est quoi pour toi le succès dans ce que tu fais? Ta définition du succès? du Quand est-ce succès que en tu, général. quand est-ce que tu te diras j'ai réussi? Ah, quand est-ce que je me dirais que j'ai réussi? J'espère que je saurai me le dire un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé en tout cas. Je pense que j'ai encore, déjà quand j'aurai un appart, je pense que déjà ça va me stabiliser dans ma tête, de me dire j'ai un appart que j'ai acheté et tout. Déjà au niveau financier, de me dire ok j'ai mon indépendance complète, j'ai plus à payer un loyer chaque mois qui coûte une blinde euh, à Paname pour pas grand chose, mais mais ouais, déjà, quand il y aura de ça, quand je pense, quand j'aurai fait des projets dont je serai complètement fier. Je pense que j'ai du mal à être fier de ce que j'ai fait, parce que pour l'instant, j'estime que j'ai fait que des trucs un peu simples, parce que c'est du contenu court. Niveau des vidéos YouTube, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai pas non plus fait des vidéos où je me dis, putain, cette vidéo-là, niveau production, risque que j'ai pris, etc., dans le projet, c'est vraiment un truc où je me dis, voilà, là, j'ai passé un gap et j'ai passé un step. Donc je pense que quand j'aurai passé certains steps, quand j'aurai fait des événements aussi, genre typiquement je me rappelle quand je suis allé au GP Explorer de Squeezie, ça m'a grave fait un électrochoc de ok, Internet aussi c'est un milieu de réunion. Donc je pense que j'ai envie de réunir avec Internet, et j'ai aussi envie de vivre au-delà d'Internet. J'ai pas envie d'être que sur Internet, mais j'ai pour ambition de faire aussi, de réaliser des films, j'ai envie de faire du stand-up. En fait, j'ai envie de faire tellement de trucs qui ont aucun rapport les uns avec les autres. Juste actuellement, c'est Internet. Actuellement, je sais même pas trop où je vais dans Internet, parce que je suis pas dans mon pic de production. Je suis juste un petit peu, tu sais, t'as des périodes où t'es moins in, où t'as moins envie de faire des choses. Et puis en vrai, la réalité te rattrape. En vrai, il faut faire des vidéos quand même. Euh, mais sortir de cette boucle d'insécurité, je pense que quand j'en serais vraiment sorti, quand je pense aussi j'aurais perdu ce truc comme toi de toujours vouloir plus. Tu sais, à un moment donné, d'avoir une forme de sérénité, je pense, qui doit être plaisante, mais que j'ai jamais eu dans le sport, que j'ai jamais eu dans quelques points que ce soit dans ma vie. Donc peut-être qu'un jour on l'aura dans le domaine qui est Internet, mais je pense que Internet c'est aussi très chiffré, tu vois. Tu as aussi cette impression de passer des steps quand tu passes un nombre d'abonnés. Tu vois, c'est tout con, mais genre j'ai 470 000 abonnés sur Insta, 420 C'est sur ouf. TikTok, tu vois. Ne serait-ce que le gap mental des 500, c'est déjà un premier gap mental. Et le deuxième gap mental, ce sera le million sur une des plateformes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le million, là, je me dirais vraiment, j'ai passé un vrai gap. Tu vois, alors que là, les 500, bon, je me dis, ils vont arriver. Tu vois, je les vois venir, etc. Mais c'est vrai que je pense que le premier gros gap dans ta tête, c'est 100. Après, je pense que ce sera 500, parce que vas-y, 200, 300, 400, c'est des gaps, mais ils sont moins forts symboliquement que le Hmm. 500 et le million. T'as 470 000 abonnés là? Ouais, sur Insta. En fait, je crois Putain, que c'est j'ai le ouf. million cumulé. Un peu Ouais, ouais. plus, Ok. en Ok. gros. Mais ouais, j'aimerais bien. Les 500 sur Insta, c'est un petit peu stylé, je trouve. Ah Voilà. ouais, putain, félicitations, mec. Franchement, chapeau. Merci. En plus, t'es tout seul dans ta création de contenu, quoi. Enfin, tu fais beaucoup Ouais. de choses tout seul. Bah, il y a des fois, juste. Mec, Non, j'envie tellement ton format. Franchement, mais grave. Tu sais, nous, on est 7. On est mec. 7, où ça bosse, machin, il y a les salaires. J'adore, tu vois, j'adore. Moi, je voulais monter une équipe, je me voyais pas faire un truc tout seul. Mais c'est une charge mentale, tu vois, et qui est supplémentaire, tu vois. Il y a des. Euh, et j'ai la chance, heureusement, j'ai la chance de bosser avec des gens comme Maëlys, tu vois, parce que qui sont autonomes et tout. Non, mais c'est vrai, parce que, mais des fois, c'est plus difficile, hein. Des fois, c'est Ouais. plus difficile. Il faut de gérer de l'humain, d'avoir la pression, de te dire, putain, ce mois-ci, putain, je dois sortir, ce mois-ci, je dois sortir 20 000 balles de salaire et j'ai rentré 5 Ouais. en deux chiffres d'affaires, tu vois, ça, ces mois-ci, je suis pas bien, je dors pas bien.
Donc Mm. je t'envie, tu vois. Je t'envie. Mais moi, j'admire la capacité à gérer une équipe parce que je sais que moi, typiquement, il y a le solo de j'aime bien travailler solo, mais en vrai, il faut avoir la capacité de réussir à deal avec les problèmes des gens et tout. Parce que je te dis, moi, quand Mais j'ai moi, bossé avec j'ai des pas bossé monteurs, solo, donc tu vois. ouais, bah tu vois, viens, on fait un mix et c'est très bien. Mais après, ça vient pas du jour au lendemain aussi, tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Puis t'as une première personne, puis une deuxième, etc., 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 Ouais, quoi. ça s'enchaîne. Et ouais. Euh, je voulais switcher un peu de sujet, mais euh, je pense que c'était important d'en parler. Euh, on m'a dit que tu avais eu une maladie jeune. Ouais, Tu, tard à tu- l'époque. on peut en parler? Vas-y, si tu veux, pas de souci. C'était quoi exactement? En vif. Je n'ai jamais vraiment demandé les détails de ce que c'était. Ok. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Je sais juste que j'ai eu pas mal d'opérations quand j'étais petit. Ça s'appelle la maladie de Stickler. S'il y en a qui se font chier et qui ont 15 Ok. minutes à perdre sur ChatGPT, normalement il expliquera bien mieux que moi. Mais non, moi ça m'a jamais intéressé. Ça m'a toujours. Je me suis toujours écarté de ça et j'ai jamais vraiment posé de questions. De toute façon, j'étais trop jeune pour me poser des questions. Donc. T'avais quel âge? Ça devait être. Bah, en fait, non, mais je l'ai toujours encore aujourd'hui, mais c'était de mes. Les opérations, ça devait être de mes 1 an à mes 12 ans. À un moment donné, on m'a demandé est-ce que tu as envie d'une nouvelle opération. J'ai dit bah, c'est nécessaire ou pas. Et ils m'ont donné le choix. Et ben j'ai dit bah non. Ok. Et ça fait quoi cette maladie en 2 mots? Je sais pas, il y avait des problèmes avec le palais. Je me suis fait reconstruire le palais et la langue, il me semble. Après, il y a pas mal de trucs aussi au niveau des yeux. Normalement, le port d'appareil auditif, mais j'ai toujours refusé de les porter parce que vas-y, c'est chiant quoi. C'est chiant, c'est moche. Faites des designs s'il vous plaît, faites des meilleurs designs par pitié. Et non, et puis je me suis jamais vraiment. Quand j'étais petit, je pense que ça me touchait beaucoup. Mais en fait, j'ai eu de la chance que j'ai eu une bonne version, dans le sens où déjà, ils avaient dit que je serais un nain et je pourrais pas faire de sport. J'ai eu Ah la ouais. chance de faire 1m90. Il a été choqué par ma taille quand je suis arrivé. Mais Grave, je te voyais pas aussi grand. Je savais que t'étais un peu grand, mais pas aussi. Pas ouais, autant. on respecte, comme ça, on peut pas m'embrouiller dans la rue et tout. Mais comme, Mm. comme je te vois souvent à côté de Maëlys et que Maëlys n'est pas très grande, Ouais, tu te j'avais du dis- mal à évaluer Ouais, c'est ta sûr grandeur. que. Mais ok. Ok. il y Ah, a tu un peu devais, ça. on t'a dit que tu serais un nain. Ouais, ils avaient dit ça à mes parents, etc. Ils Waouh. avaient. Et du coup, non, moi, je me suis jamais trop questionné là-dessus. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Des Hmm. fois, je ratais les cours quand il fallait rater les cours. Et du coup, j'étais suivi par une psy et, quand j'étais petit et tout, en mode, je crois, événement post-traumatique ou je sais pas trop quoi. Mais en vrai, c'était plus difficile à gérer pour mes parents que pour moi. C'est toujours Hmm. plus difficile pour l'entourage que pour soi-même. Hmm. On va Toi, dire t'as que. tracé ta route, toi. Ouais, non, mais j'ai tracé ma route. Je pense que forcément, ça construit, tu te construis sur certaines choses par rapport à ça aussi. Mais je pense que quand j'étais petit, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, bah, on va dire que c'est même plus un sujet pour moi. Juste, des fois, j'en parle quand ça permet aux gens de comprendre certaines choses. On va dire Hmm. que j'en parle jamais en privé. Et même, tu vois, on parlait des relations amicales ou amoureuses. On va dire que quand je commence vraiment à en parler, c'est que je passe un step dans la relation, que je passe jamais, typiquement, globalement. J'aime pas trop parler, j'aime pas trop parler de moi ou de me victimiser ou quoi, tu vois. Genre, je suis pas Hmm. là. Il y a des gens que j'ai vus dans les hôpitaux qui ont eu des choses bien pires. Après, c'est chacun comment toi tu vis la Hmm. chose personnellement. Forcément, moi, ça a amené à des périodes d'envie suicidaire, etc. Il y a peut-être Hmm. des gens qui l'auraient vécu autrement, mais après, je pense que c'est aussi du fait que moi, je réfléchis beaucoup de base. Je me fais un petit peu 8000 scénarios et c'était aussi la question du sens de la vie qui s'est posée peut-être beaucoup plus tôt que d'autres personnes, on va dire. Dès Hmm. l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, je me posais la question de quel est l'intérêt de vivre ou de pas vivre, d'être ou de ne pas être. À chaque Shakespeare, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder Hamlet, j'ai pas aimé le film. C'était nul à chier, je me suis endormi. Mais Comme beaucoup. comme beaucoup, et c'est complètement ok. Et n'allez pas me tomber dessus, les fans de Hamlet. Je n'ai pas noté sur Letterboxd. C'est parce que je un me suis endormi. chef-d'œuvre. C'est Oh. un chef-d'œuvre incroyable. Ouais. Mais tout ça pour dire que non, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'était l'incompétence humaine. Tu vois, tu parlais beaucoup d'humain, du corps médical globalement. Hmm. Que ce soit quand tu es enfant ou quand tu grandis. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de. Il y avait
Après, c'est normal, tu vois, c'est leurs études et on leur a toujours dit de bien prendre des distances, tu vois, de faire des blagues qui, à mon avis, devraient choquer les gens, tu vois, des blagues en mode ah, le vieux du quartier, il est mort et tout, parce que, tu vois, c'est une manière pour eux d'apaiser la chose, D'évacuer. tu vois. Donc, je leur en veux pas pour ça, mais c'est vrai que des fois, on aurait aimé être plus soutenu et avoir plus d'humain dans ces choses-là. Et je pense même que ça devrait être des choses qui devraient être étudiées en école de médecine, le rapport à l'enfant, le rapport au patient. Je pense vraiment que ça devrait être une discipline qui devrait être plus mise en avant. Peut-être qu'elle l'est déjà, hein, je sais pas. Mais Je pense que ça grossit beaucoup. Tu vois, ces 10 dernières années, je pense qu'il y a ouais, il y a une vraie réflexion ces 10 dernières années, quoi. ouais, sûrement. Mais, Quoi couper. mais je pense que le Covid aussi a fait relativiser beaucoup de choses, quoi. Ouais, Mais ok. c'est vrai que le Covid-19, c'était quelque chose quand même. Le prime. Ouais, bah franchement, heureusement qu'on a des médecins génialissimes, quoi, en France, quand même, malgré tout, tu vois. Et surtout un corps médical. D'ailleurs, ouais, je parle des médecins, mais c'est tout le corps médical qui était hyper solidaire euh, du système de santé, quoi. Ok, merci de me partager ça. Enfin, Non, t'inquiète. En fait, c'est... paradoxalement, j'en parle soit en privé quand on a passé un step, soit en interview ou n'importe, tu vois ce que je veux dire. Hmm, C'est-à-dire que ça fait partie des choses, soit je les écris, soit j'en parle en interview. Mais en fait, c'est bizarre, mais dans la sphère privée, j'en parle pas. Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais. C'est-à-dire que c'est soit, en fait, je le fais pas pour moi quand j'en parle, c'est juste si ça peut faire écho à d'autres gens, si ça peut aider ou je sais pas trop quoi. Tu vois, je le fais pas pour me plaindre ou quoi, je fais juste pour faire un retour d'expérience et que ça puisse peut-être, par certains de mes mots, faire écho aux mots que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tout simplement. Mais t'as dû grave souffrir, non? Enfin, si tu vois, Ouais, la mâchoire et tout, quand t'as ouais, bah, 7 8 ans, c'est des os, c'est le visage, ça doit être... bah, en fait, ils ont reconstruit le palais quand j'étais tout gamin, de ce que j'ai compris. Après, ouais, il y a eu beaucoup de choses, surtout pour améliorer ma manière de parler, parce que on va dire que bah, j'avais du mal un petit peu à parler. J'ai fait beaucoup de séances d'orthophonie. Ok. Et en fait, le moment où ils m'ont proposé Tu vois, en fait, c'était de faire une dernière opération pour, oui ou non, est-ce que ma voix va changer, en gros, pour encore Hmm. améliorer ma voix et que j'ai plus de facilité, on va dire, à parler et à m'exprimer en général. Sauf que du coup, j'ai décliné. Je leur ai dit, en vrai, les gars, venez, je peux faire une scolarité tranquille, tu vois. Et du coup, ils ont accepté de leur infinie bonté, merci à eux. Et non, sinon, non, je pense que la souffrance, mais après, encore une fois, c'est quelque chose, encore une fois, que je peux pas décorréler, comme je peux pas décorréler les échecs de est-ce que j'étais oui ou non, Hmm. est-ce que oui ou non j'avais une bonne mémoire, est-ce que oui ou non, toutes les questions que je me posais et tout le caractère que j'ai, il aurait été différent sans. Certainement que ça a beaucoup influencé Hmm. sur pas mal de choses et sur aussi mon regard aux autres, peut-être même ma méfiance que je peux avoir en général envers les autres. C'est-à-dire que je fais confiance absolument à personne, tu vois. En Hmm. général, et j'ai toujours eu confiance qu'en moi-même. Tu vois, tu disais pourquoi est-ce qu'on a une équipe et pourquoi est-ce que je suis solo, bah parce que j'ai très vite compris dans la vie que on pouvait avoir confiance que en soi-même et qu'il fallait pas attendre la main tendue de qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, créer mon propre truc. Et je pense que le côté aussi rebelle à l'école, il est aussi pas mal lié à ça, dans le sens où, bah ok, il y a un système qui est fait et tout, mais le système, bah, c'était aussi le système médical qui a jamais été, avec lequel j'ai toujours eu un petit peu Hmm. une forme de haine et dans lequel j'ai toujours été contre. Du coup, il y a aussi eu un- une rébellion par rapport au corps professoral aussi, par rapport à mes parents. J'ai toujours été très rebelle et j'ai toujours voulu faire tracer ma propre voie. Et donc Internet, ça permet de tracer sa propre voie, donc ça permettait aussi, c'était un peu une évidence. Et au départ, c'était aussi un refuge parce que avant d'être un créateur de contenu, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup consommé Internet. Ouais. Mais en tout cas, mec, tu peux être fier parce que... Et doux avec toi-même, je pense aussi, parce que t'as fait de ta génétique, on va dire, un peu... Enfin, de cette maladie, en fait, tu l'as fait ton plus gros point fort. Moi, je trouve ta façon de t'exprimer, ça fait partie de qui tu es, de ton personnage, et qui est hyper reconnaissable et que moi, en tout cas, j'apprécie. Tu vois, en fait, si tu veux, il y a un côté vulnérable et imparfait que je trouve euh, vachement chouette, tu vois. Mm. Vachement chouette et qui marche vachement bien. Donc, franchement, tu peux être trop content de ça, quoi. Let's go. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est hyper sincère, tu vois. Je trouve, il y a plein de gens
tu vois, qui reste traumatisé et toi, t'es arrivé à survoler ça et et à le mettre même sur le devant de la scène, tu vois. Mm. Donc c'est un beau, enfin franchement, c'est un beau succès, je trouve. Après, je sais pas, je pense que tu sais, il y a des choses, mais c'est comme dans tout, on évolue chaque jour, et donc je dis Mm. pas que j'ai totalement, tu vois, évolué sur beaucoup de choses, parce que tu vois, ne serait-ce que te dire, je peux compter que sur moi-même et tout, ça fait très self-made, très c'est stylé et tout, on peut se faire que par soi-même, mais en fait, à terme, il faut être capable de s'entourer, et moi là, je suis je suis en train de m'en rendre Mm. compte, c'est juste que après, c'est aussi difficile, parce que, bah, tu vois, j'aime bien faire les choses comme je les vois, mais tu vois, je pense que aussi le côté contrôle fric que je peux avoir, c'est-à-dire, il faut absolument, même dans une discussion, j'ai besoin, pas de contrôler, mais j'ai besoin de savoir vers où ça va, tu vois, de Mm. prendre un petit peu le lead, comme ça, ok, c'est moi qui vais amener vers tel truc, de mettre moi, l'autre personne à l'aise, parce que si c'est moi qui suis dans la position d'infériorité, et c'est pas le mot, mais c'est moi je vois les relations sociales des fois comme euh, inconsciemment des relations dominant-dominé, et C'est vrai. j'ai pas Ouais. envie de me mettre en, je me mets pas en dominant, mais en fait je me mets juste en leader de la chose pour pas qu'on puisse me dominer. Et quand moi je suis en leader de la chose, bah juste on a une conversation normale, je lead la chose et ça se passe bien, tu vois. Mais il y a plein de gens qui, je trouve, quand ils ont une position un peu de leadership, vont avoir des excès et vont se prendre pour je sais pas qui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai jamais voulu, tu vois, les stages, tous les trucs comme ça, c'est, tu vois, des trucs que j'ai grave, le milieu du travail il m'effraie parce que personne me dit, tu vois, tu vas pas parce que tu es un supérieur hiérarchique ou je sais pas quoi, le respect il se T'as peur gagne, qu'on tu vois. t'impose une hiérarchie, ouais. Ouais, Ouais. je déteste la hiérarchie, ça me rend fou. Genre, on est deux personnes distinctes et on prend ce que Mm. tout le monde peut nous donner. Quand des fois je tourne des vidéos, là récemment on a tourné une vidéo en mode avec des acteurs et tout, et j'étais moi-même acteur dans la vidéo. Bah, viens, t'es acteur toi aussi, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qui peut être mieux fait là dans ma manière de parler et tout. Il n'y a pas que le réel qui peut faire des retours, il y a aussi le comédien, chacun, tu vois, on est tous conscients de ce qui est en train de se passer, on peut Mm. tous s'aider, et il y a pas, c'est pas parce que c'est le réalisateur, si j'estime que le réalisateur est en train d'aller complètement dans le mur, je lui dis qu'il va complètement dans le mur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je trouve ça complètement débile, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec le respect des professeurs notamment, parce que je trouvais souvent que les professeurs ils étaient incompétents, il y en a beaucoup je trouvais incompétents, et du coup j'étais en mode, ou bien tu sais qu'ils faisaient mal leur travail, qu'ils s'exprimaient mal, et j'étais en mode bah pourquoi toi tu vas me donner des leçons sur comment faire un exposé alors que t'es pas capable de tenir une classe pendant plus d'une heure et que personne t'écoute et que tout le monde est sur son téléphone, tu vois ce que je veux dire. Et Mm. donc j'ai toujours eu ce besoin, ça fait 8 fois que je dis tu vois ce que je veux dire alors que normalement c'est pas un tic de langage que j'ai, mais mais du coup, ouais, ça a été toujours une galère à l'école de. Mais après, les profs qui avaient mon respect, ils l'avaient vraiment, Mm. entre guillemets. On va bientôt arriver à la fin. Non, trop relou. Non, les gars, non, il est minuit, enfin, faut aller. Ah non, trop chiant. Mais Ah, tu reviendras déjà. si tu veux. 7 mois, tu Ah, reviens. Euh, putain. déjà, quand même, on a fait beaucoup de sujets. On est parti très loin, quand même. On a bien philosophé. Magnifique. Euh, Est-ce que si tu pouvais te dire un, un petit mot à Théo de 5 ans, tu lui dirais quoi? Là, qui a 5 ans ou dans 5 ans ou il y a 5 ans? Non, si toi, là, maintenant, tu Ouais. pouvais dire un mot au Théo qui a 5 ans, Déjà, reviens. j'espère qu'il arrivera à me comprendre. Et qui comprendra tous les mots que je dis. Non, je lui dirais, enfin je te dirais, je me mets dans le roleplay jusqu'au bout, que ça va bien se passer, que tu n'as jamais douté de toi et que tu douteras jamais vraiment de toi. C'est-à-dire que depuis toujours et encore aujourd'hui, tu sens au fond de toi que tu vas réussir à faire quelque chose. Alors, tu sais pas encore ce que c'est se faire quelque chose, tu sais pas encore ce que c'est se réussir dans la vie et devenir quelqu'un, mais tu as toujours eu cette conviction et tu es sur un chemin, tu sais pas vers quoi est-ce qui t'amène, mais en tout cas, qui t'amènera quelque part où, je l'espère, tu te sentiras heureux, bien, surtout, et en phase avec toi-même, en ayant peut-être perdu tous les défauts qui peuvent parfois te mettre dans le mal. En tout cas, tu es plus entouré que tu ne l'étais à l'âge auquel je suis en train de te parler. Alors, je pense que ça veut absolument rien te dire et tu vas juste me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais ça va aller de mieux en mieux. Tu réfléchiras toujours beaucoup trop, par contre, beaucoup trop à se faire des scénarios dans sa tête. Et je te dirais, s'il y avait des choses à changer, au lieu
de toujours penser à ce qui pourrait arriver, juste vivre la chose et ne pas se dire est-ce que ça pourrait amener à telle ou à telle conséquence. Il faut des fois vivre les choses. C'est pas comme une partie d'échecs. La vie, on peut pas prédire les comportements humains, on peut pas prédire ce qui va se passer. La beauté de la rencontre, c'est aussi le hasard. C'est dans le hasard que les plus belles choses se font. Donc je te dirais de provoquer ton hasard, de vivre le hasard et d'aimer ce hasard aussi et d'aimer la vie parce que c'est ça ce qu'il y a de plus beau. Ok. J'ai fait ton moment émotion sur TikTok, comme ça tu pourras mettre une petite musique triste. Grave. Maëlys, Je suis là pour ça, je suis là pour ça. Le petit piano. Et vas-y, si tu dois te faire un petit mot à toi-même pour ton toi dans 10 ans. Ouais, ma couille. Comment ça Comment ça va, mon gars? Dans 10 ans, tu auras quel âge? Tu auras 32 ans. 32 ans. J'espère que la crise de la trentaine, elle t'aura pas fait trop mal. Je voulais juste te Non, rappeler. ça, c'est un mythe, mec. C'est un mythe. Arrêtez d'en parler. Il n'y a que les gens qui ont 20 ans qui parlent de ce truc. Non, mais voilà, posons cette question-là. Je tenais juste à te rappeler que tu es complètement dans la position dans laquelle tu mets tous tes amis qui ont environ 30 ans, tu les vannes en mode haha, vous êtes vieux, vous êtes finito. Donc, j'espère pour toi que tu n'es pas auprès de jeunes qui ont 20 ans, qui vont te dire ah là là, t'es vieux, t'es un boomer. Donc, j'espère que ça, tu le vis bien, le fait de grandir. J'espère aussi que ça se passe bien, que tu as réussi tous les projets que tu avais envie de réussir, même si actuellement, à l'heure actuelle, comme tu peux le voir, j'ai aucune idée desquels ils sont, mais tu les as réalisés, que tu as un appartement, que tu as, j'espère, une femme avec potentiellement 3, 4, 5, 6 enfants, si je suis pas stérile, et que la famille s'agrandit et que ça se passe bien et que tu as trouvé une forme quand même de sérénité après 10 ans. Et que t'es au point où t'es tellement le boss du game que tu peux choisir ce que t'as envie de faire, de pas faire. Si t'as envie de pas travailler pendant 3 mois, tu peux pas travailler pendant 3 mois. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et en vrai, c'est même pas que je te le souhaite, c'est que je sais que ça va arriver. Donc tu vas le regarder avec un petit sourire aux lèvres en te disant il avait raison. Et je sais que tu savais que j'avais raison puisque c'est moi qui le dis et que j'ai toujours raison. Et toi aussi, t'as toujours raison. Et généralement, j'aime pas dire aux autres qu'ils ont toujours raison, mais puisque t'es toi, t'es moi dans le futur, j'en ai vraiment. On devrait se comprendre. Donc, on a tous raison. On a tous raison. Merci beaucoup Théo, franchement, merci pour cette interview. Je me suis régalé, je passais un très bon moment. Ah, moi aussi. Je suis content parce que j'avais envie de voir les différentes facettes de Théo, tu vois. Et j'ai eu tout, tu vois. J'ai eu de l'humour, j'ai eu du pro, j'ai eu des instants émotion aussi. Ouais, je suis là pour te créer un film avec un bon cocktail, pour des bons shorts. Je suis là. Bon, si vous êtes encore là, les amis, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est bonjour que vous maman. Je sais qu'elle est là. Bonjour maman de Théo. Eh ben, la première chose qu'on fait si on aime, c'est qu'on met 5 étoiles ou on s'abonne, on met un petit commentaire. On dit à quoi on dit que les gens ils écrivent quoi dans les commentaires? Mec, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire GOAT en majuscule avec un G-O-A-T. Voilà. Tu vois, ils peuvent commenter tout ce qu'ils veulent, ils peuvent liker, ils peuvent s'abonner, ils peuvent demander à leurs amis de s'abonner également. Tu vois, ça c'est important parce que ça soutient le truc, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on le rappelle tout le temps? Parce que je sais pas toi, mais moi je sais que je suis un joueur fantôme. Tu vois, quand je mets pas de like quand j'aime quelque chose. Et ben, si on met pas de like, le contenu n'est pas proposé. Donc il faut mettez des likes, sinon vous êtes raciste. Non, la menace. Exactement, ça nous aide beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. On se refera peut-être une prochaine dans quelques années. On est là. Et puis d'ici là, bon vent, mec. Mec, bon vent à toi aussi. Et maintenant, j'écouterai chacun des podcasts. Fais pas genre là, tu t'engages dans un truc. Le supplice. Peut-être pas. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.